Bonjour, bienvenue sur spéciale dans Deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'encyclopédie de la lutte. Moi-même, TJ Holiday. Et malheureusement, l'ex-champion est à continent. C'est vrai, t'es plus champion, hein? Non. Justement, je me suis fait, on va appeler ça le en deux chaises de métal screwjob. Mais bien comme Brett. Ça peut bien être ton lutteur préféré. Un Non, chialeux comme lui. Ça. Non. La question était pas bonne, puis la réponse que j'ai donnée était bonne, mais le gars du quiz n'a pas dit que c'était bon. Fait que, Comme quoi qu'il ne faut pas juste faire ses quiz avec Wikipédia. non, surtout pas quand tu trouves 2-3 fois. Mais bon, Non. Regarde, on est loin. On n'a pas de cause aujourd'hui. On prend un petit break de ça. On va avoir deux collections à la fin du podcast. Fait que restez là pour ça, évidemment. Ouais. Pas juste pour ça, pour le podcast au complet. Ben oui, ce serait le fun. Puis là, ça, aujourd'hui, un spécial. On fait un review aujourd'hui. Un review spécial d'un show d'Halloween. J'ai plus précisément Halloween avec 98 avec Hogan contre Warrior 2. Tant qu'à être là, joyeux Halloween! Ben oui, j'espère que. Halloween! Quand vous vous costumez, costumiez-vous avec des belles couleurs pour que le monde, les autos vous voient, les enfants. Là. Ouais. L'année prochaine, vous allez tous vous costumer avec un chandail dans deux chaises de métal parce qu'il y a des affaires qui s'en viennent pour vous autres, mes petits coquins. Ouais. Déguisez-vous en Mark ou en TJ, ça serait drôle. Ouais, vous pouvez déguiser en gars qui se fait screwer, puis en champion intercontinental quiz en Mark, ça serait parfait. T'as fait screwer, toi? Moi, non, c'est toi, ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, anyway, c'est pas grave. On a un beau show à faire aujourd'hui, mais avant ça, évidemment, on va parler de nos commanditaires, mais d'habitude, c'est vrai que commence. On va peut-être commencer, Marc. Ah ouais, tu me laisses commencer? Oui. OK. Ben, tu peux-tu y aller avec le premier commanditaire? Non, c'est moi qui y vais. OK. Fait qu'on va y aller avec Table Rustique. TableRustique.ca, Table Rustique Instagram, Facebook, qui font des belles tables en bois, nos commanditaires. Et d'ailleurs, cette semaine, mes amis, je suis allé visiter cette magnifique shop à Boucherville et non Drummondville. Il me l'a même rappelé quand je suis allé le visiter. Comme quoi il écoute. Parfait, ça. Je te salue. Ouais, c'est ça. C'est 3 gars, dans le fond. Je suis allé visiter la shop. Très belle shop. Un peu en banlieue de Boucherville. Belle petite campagne. En tout cas, moi, ça m'a donné le goût de déménager là-bas. Puis, je vais ramener le premier de plusieurs. Une petite table, là, pour déposer sa liqueur, ses chips. Hey, c'est la qualité, mes amis, là. C'est peut-être que je ne peux pas vous le faire toucher à travers mon écran parce que c'est swell avec la petite enseigne table rustique, des gens de parole, puis d'autres projets qui s'en viennent avec table rustique plus personnellement pour moi. Là. Mais non, c'est ça. Je suis bien content. C'est tombé sur une bonne compagnie québécoise. Encouragez-les. Les très bons Jack. Ouais, tablerustique.ca. C'est sur Facebook et Instagram aussi, c'est ça? Facebook, Instagram, oui. Parfait. Et le deuxième candidat d'émission, évidemment, c'est Gourou, la boisson organique belgique québécoise de 99 en vente partout dans les bons marchands comme les épiceries, les dépanneurs, puis tout le kit. Station-service, ah oui, donc. Ben oui, c'est partout. Un peu comme nous autres. Puis, dans le fond, aujourd'hui, je fais de changement, OK? Oui. La dernière fois, tu disais, tu pas tant la même affaire, toi. J'ai pris un Yerba Mate cette semaine. Un quoi? Un Yerba Mate. Quoi ce nom-là? Ça sort d'où, ça? Ça sort de Gourou, c'est autre qui l'a nommé. C'est pas moi, c'est lui. OK. Puis non, ça, Yerba Mate, puis c'est excellent aussi, comme le match-up. Santé tout le monde. Oui, pendant que TJ boit ça, ben, vous pouvez nous écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec et YouTube en vidéo pour voir aussi des archives, des exemples Halloween avec 98. On va voir quelques photos. Parfois des vidéos, ça dépend toujours si on ne se fait pas taguer. Mais WCW, c'est un peu moins. Là, ça dépend de ce qu'on trouve les archives, mais si on ne se fait pas taguer, vous pouvez nous écouter là. Puis, merci beaucoup. Je veux remercier encore les gens qui téléchargent sur Balado Québec. Les downloads augmentent de semaine en semaine. Puis, je suis bien content. Puis, nos problèmes de son semblent être réglés. Puis, la semaine prochaine, on va avoir un podcast. Je vais vous en parler à la fin du podcast. On va avoir un podcast en direct. Puis, c'est ça. On va faire en sorte que, en direct, que le son soit toujours top-notch à partir de maintenant. Parfait. Puis, évidemment, il y a ça sur YouTube, Ado Québec, Spotify et Apple Podcasts. Mais aussi, on est suivable sur. C'est-tu suivable? Non. OK. Bon, on peut nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter pour les nouvelles du podcast.
Puis, évidemment, rien manqué. L'actualité dans le monde de la lutte est dans deux chaises de métal. Parlant d'actualité, TJ. Oui, mais avant ouais, de vas-y, commencer, je veux dire que le Yearbout est excellent. Puis je me suis dit, le Yearbout, je dis, on regarde WCW aujourd'hui comparativement à WBF ou WWE qu'on fait tout le temps, le 3/4 du temps. Fait que je dis, pourquoi pas un petit changement? Ouais, WCW, ça faisait longtemps, puis ça a toujours été des sujets populaires sur le podcast depuis le début. Parlant de changement, il y en a beaucoup cette semaine, surtout pour la Ring of Honor, hein, Marc? Ouais, la Ring of Honor qui a annoncé le licenciement de tous ses lutteurs, sans exception, tout le staff. Puis, ils ont dit aussi dans un communiqué qu'ils voulaient rebâtir à zéro et ils visaient avril 2022 pour un retour. On ne sait pas trop pourquoi. J'imagine qu'il y a le budget aussi. C'est ça, des trucs comme ça. Est-ce que ça va revenir? J'espère que oui. Puis j'espère aussi que le monde de la lutte indépendante va aider la Ring of Honor, parce que la Ring of Honor, on parle beaucoup d'AEW. Il y a eu CW, évidemment, avec Paul Heyman qui a fait beaucoup de choses pour la lutte, mais Ring of Honor était vraiment un produit des lutteurs là, d'excellence. Là. On pourrait penser qu'à Omega, Bryan, les Young Bucks ont passé là. Nigel McGuinness, qui n'a jamais pu lutter pour la WWE, mais il y a eu quand même une pop run à TNA. Oui, quand même. Puis sinon, d'autres lutteurs qui ont lutté là-bas, je pense aussi à les Briscoe. Il y a Cesaro aussi qu'on ne peut pas passer sous silence. Ouais, qui a fait des très bons matchs. Seth Rollins. Ben, Claudio, Cesaro est en équipe avec Chris Hero. Oui, les Kings of Wrestling. Ouais. Puis c'est ça, les Briscoes qui ont pas mal fait leur carrière là-bas. Qui pour la première fois depuis 15-20 ans se retrouvent free agent. Puis, depuis 2002 qu'ils sont là-bas. Oui, fait que des grosses affaires. Puis j'espère qu'ils vont avoir une deuxième vie. Puis j'espère que les gens, en place de couler, mettons, le Ring of Honor, c'est ça de revenir. J'espère que tout le monde va mettre un petit peu d'appui pour avoir cette fédération-là. Parce que je pense que plus que de fédération, plus que des lutteurs ont une chance de shiner, même si c'est pas sur la grosse scène. Plus de moyens de faire de l'argent puis garder leur vie, pas être dans la rue non plus. C'est ça, exact. Ils ont une famille à faire vivre. Exactement. Puis là, Ring of Honor, moi aussi, je souhaite juste du bien parce que Ring of Honor, je ne cacherai pas que c'était à une certaine époque, j'avais que ça dans le monde de la lutte. Là. Le WWE, je le suivais évidemment comme je fais là, mais ça commençait à penser à pente descendante. Là. Mais l'expérience Ring of Honor, si vous n'avez jamais été voir un show, là, c'est fini, mais regardez des vieux tapes de Ring of Honor sur YouTube même. Là. L'ambiance, c'était. On parle beaucoup d'AEW aujourd'hui, mais Ring of Honor était là bien avant, puis l'expérience de match, c'était fou. Là. J'en ai une couple de shows de la Ring of Honor sur DVD où même moi, là, des fois, on voit dans l'assistance, des fois. Puis là, le feeling que tu avais là-bas quand il y avait des groupes, tu tapais dans les barricades, là, c'était magique. Ouais, c'était fou. Fait que bonne chance pour la suite. Oui. Puis pour nous, là, tout de suite à nous, c'est Halloween Havoc 98. Oh oui! Un show dans l'ensemble quand même bien. Oui, ben WCW, hein? Plein de surprises. Oui, c'est vrai. Pour la surprise, ça, il y en a. Il y en a eu. Ouais. Et celui de 98 a été le 10e pay-per-view de ce nom. Il est en direct du MGM Grand de Las Vegas au Nevada. Et c'était fait le 25 octobre 98. Et nos commentateurs de la soirée sont M. Tony Schiavone, Bobby the Brain Heenan et le professeur Mike Tenay. Es-tu vraiment un professeur? J'en doute. OK. C'est une expression. Là. Okay. Bobby Heenan, c'était pas un brain surgeon, puis c'était The Brain. C'est sûr? Pas mal sûr. OK, parfait. Il nous l'aurait dit. Ouais, c'est vrai. Notre grand chum. Ouais. Puis après l'exposition des matchs importants de ce soir, dans le petit vidéo preview avant les pétards, Tony nous envoie au ring pour une chorégraphie des Nitro Girls. C'est-tu Nitro, c'est-tu? Ben oui. Ben ouais, mais c'est Halloween Havoc, c'est pas WCW Nitro Halloween Havoc. Là. Après ça, il se demande pourquoi il y a eu la misère avec le main event normal. Je suis sûr que tu aimais ça pareil. Oui, là. Et les Nitro Girls sont évidemment à la tête d'affiche la femme de DDP, Kimberly Page, mais aussi Shea, AC Jazz, Fire, Spice et Whisper. C'est des beaux noms, ça. Oui. Ah, mais oui, ça donne le goût de danser. Whisper the Win. Oui,
Puis Whisper, qui était aussi par après la femme de Shawn Michaels dans la vraie vie. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après ça, on a Interview Time avec Mijin Okerlund. C'est mon bonhomme. On mettra au montage. Ben oui. Avec Rick Steiner en entrevue, le Dogface Gremlin. Puis il dit à Mijin que ce soir, son adversaire, même si c'est son frère de l'autre côté du ring, il sait qu'est-ce qu'il a à faire et qu'il va avoir une correction quand même pour ce qu'il a fait des derniers mois. Les autres, leur rivalité, ça dure depuis un méchant bout. Je pense que ça dure depuis le 9 février, je pense. Ouais. Puis, pour ceux qui veulent un petit refresher, il y avait un match, c'était les Outsiders contre les Steiner Brothers. Puis à la fin du match, pendant qu'ils ont fait leur pause, qu'ils font tout le temps, là, avec Rick Steiner qui est en 4 pattes, l'autre qui est par-dessus, comme si c'était son chien. Puis au lieu de continuer, il a fait un double axe handle à son frère. Puis il s'est tourné contre lui par la NWO. Ça, c'est bien avant qu'il devienne le Big Papa qu'on connaît. Ouais, c'est ça. C'est dans le temps qu'il est encore les Steiner Brothers. Là. Ben, ça a pris une couple de mois après ce segment-là pour qu'il devienne vraiment le Big Papa qu'on connaît. Ouais. Puis au début, c'était pas vraiment il n'était pas aussi intense que par après. Là. C'était plus un comique. Là. Il a vraiment changé, genre, drastiquement, quand même, Scott Steiner, parce que il me semble que ses promos en Steiner Brothers, même à WWF, c'était pas. Non, il n'a jamais été reconnu pour les promos, là, les Steiner Brothers. Ouais, mais là, je sais pas ce qui est arrivé. Là. La drogue, sûrement. Sûrement. Il y a un peu de ça aussi. Un peu de la colonne B. Ouais, c'est ça. Buff Bagwell interrompt les procédures. Il dit que tout le monde s'est allé de Big Papa Pump. Lui-même, un ancien membre de NWO qui est en froid avec eux. Ouais. Tu peux dire ça du roster au complet. En effet. Il dit que la NWO ne joue pas loyal et que si Rick veut avoir une chance de battre son frère, il faut absolument qu'il y ait du backup. Il se suggère à lui-même pour être le gars qui va aider Rick à garder son dos. Puis Rick n'est pas sûr au début, mais il dit que finalement, tu vas me mettre dans mon coin no matter what. Là, si Scott essaie de quoi, tu vas m'aider, tu vas être dans mon backé. Puis il a dit oui, je vais t'inquiéter pas m'être là pour toi. Puis il a dit OK, c'est bon. On serre la main. Fait que là, maintenant, Rick a un allié avec Buff Bagwell. Puis ils vont être côte à côte ce soir. Well. Ceux qui ont NWO savent la suite. Ouais, exact. Après ça, on va au match numéro 1. Le championnat de télévision. Raven qui va affronter le champion défendant Chris Jericho. Ouais. Dans la bataille des tunes doublées sur le network. C'est vrai. Avec leurs tunes WWE qui sont à la place de leurs tunes WCW, qui étaient écœurantes aussi. Ouais. Leurs deux tunes séparément là, étaient vraiment bonnes. Là. What about me? What about Raven? Oui. Parlant de Raven, un petit micro pour avant l'entrée de Jericho. Il dit qu'on sait tous qu'il est dans une petite losing streak, mais que ce n'est pas de sa faute, c'est une conspiration de la WCW, des higher-ups qui ne veulent pas qu'il prospère dans le monde de la lutte. Puis il dit qu'il avait été d'un coup monté. Puis qu'il a été averti la soirée même qu'il y aurait un match de championnat contre Jericho. Puis lui, ça ne fait pas son affaire. Fait qu'il s'en va. Il ne veut rien savoir de ça. Fait qu'il dit Quote to Raven, nevermore. Oh. Et là, après ça, on a Jericho qui prend le micro lui-même pour faire un petit rebuttal à M. Raven. Mm-hmm. Il dit que lui non plus, il n'a pas été averti avant ce soir qu'il y avait son match. Puis qu'il y a un problème, par contre, parce que tous les Jericho-holics sont venus ici pour le voir lutter. Fait que même si ça ne tente pas, ils sont obligés de le faire. Puis il dit que Raven, depuis qu'il n'a plus sa flotte, il a de la misère un peu à se retrouver. Parce que c'était peut-être un mal pour un bien. La flotte, c'est une collection de losers. Puis il dit comme quoi. Reste pas les Loki. Lodi. Lodi, excuse. Ça aurait été Loki, ça aurait été une méchante panneau. Ouais. Ouais, j'ai punché sur le mauvais nom. Ouais. Correct. J'avais le début. Ouais, c'est mieux que rien. Puis il dit Jericho le traite de perdant. Puis ça n'a pas fallu plus que ça pour que Raven slide dans le ring pour commencer le combat et la cloche est sonnée pour Halloween Havoc, premier combat de la soirée. Ça a été long avant que ça commence. Oui. Après une close line, Jericho il va avec son pin. Puis moi j'aime bien quand il fait ça comme ça. Come on, baby! Ça, c'est malade. Ouais, il est devenu un de ses trademarks avec les années après. Oui. Ben, il fait encore. De temps en temps. Un peu moins, mais il le fait encore. Ouais. Et après ça, on a Raven qui souplexe Jericho ventre premier sur les steps à l'extérieur du ring.
Puis après ça, il fait même un genre de dropkick qui saute ben, il place les steps, puis il saute sur les steps pour faire un diving clothesline à Jericho dans un beau spot. Et après ça, dans le ring, Jericho fait un stun gun à Raven, fait qu'il prend l'avantage du combat. Il fait même son springboard de dropkick fétiche, celui qu'il fait dans le à l'extérieur. Ouais. Oui. Puis Jericho renverse une German suplex avec un roll-up, mais il change ça en Lion Tamer, qui est aussi le Walls de Jericho, le Boston Crab. Et après ça, il réussit à toucher la corde pour le bris. Pour ensuite faire son Even Flow DDT, qui était son finish à l'époque. Beau DDT que Jericho a bien spiké. Et c'est pour le compte de 1, de 2 et de non dégagement de Jericho, qui Raven est vraiment en losing streak, fait que même son finish marche moins. Après ça, on a eu un low blow de Jericho pour s'en sortir. Une German suplex, et c'est au tour de Raven de dégager à 2. Après ça, on a Chris Kanyon qui embarque sur l'apron pour venir aider son ancien leader Raven dans la flotte. Mais sauf qu'il reçoit les coups de Jericho d'en face. Après ça, Jericho il est en position de DDT, mais il réussit à renverser la manœuvre en faisant tomber Raven sur son dos. Ouais. Et après ça, il fait le Walls of Jericho, le Lion Tamer. Et c'est assez pour Raven qui tape out immédiatement pour la victoire et gagner sa ceinture de télévision pour M. Jericho. Puis le Lion Tamer, comparativement au Boston Crab, c'est qu'il lui faisait juste avec un genou. C'est plus élevé. Ouais, c'est ça, plus élevé qu'un genou dans le cou, un peu, là, dans la colonne, si on veut. Parce que Walls of Jericho, c'est juste Boston Crab bien normal. Ouais, c'est ça. Fait que c'était comme une variation de ça. Puis tu parlais de Canyon qui est arrivé dans le match, qui était dans Flock aussi. Bref, parenthèse, ceux qui n'ont pas vu Dark Side of the Ring, il y a un épisode sur Canyon, justement. Fait que, What About Me? Non, ça, c'est Raven. C'est Better Than Canyon. Everybody! Please fâché. C'est pas drôle, ça. C'est pas vrai. Ben là, il faut lui donner ça. Il était un innovateur de l'offense. Oui. Il y avait beaucoup de mots qu'on n'avait jamais vus à l'époque, en 87-97. Il était très bon. Puis, justement, c'est un excellent opener pour commencer Halloween avec. Toi, tu n'as pas le même avis que moi, j'imagine? Non, c'est correct. C'est ce que je dis, tu as le même avis que moi? Ben ouais, ok, j'ai compris, tu n'es pas du même avis que moi. Ouais. Non, ben oui. Un bon match. Raven contre Jericho. Raven, là, Jericho, on le sait, c'est un 5-star wrestler, mais Raven, il donnait pas sa place dans le ring aussi. Non, en plus, c'est deux bonnes têtes de lutte, les deux. Oui, exact. Et après ce combat-là, Raven va disparaître de la WWE pendant au moins 3-4 mois comme il faut. Puis il va revenir avec une série de vignettes où on le voit avec sa famille dans sa vie-là. Parce que toutes ces années-là, Raven il faisait comme si c'était un martyr puis qu'il était des pauvres puis tout ça, puis des culs dans la rue, whatever. Mais dans le fond, c'était une ruse depuis le début. C'est un enfant de riche. Ça va. Ouais, fait que c'est tourmenté, mais c'est pas de la faute à ses parents qui ont tous donné ce qu'ils voulaient quand ils étaient jeunes. Ça fait passer à du monde, ça. Qui ça? Je sais pas. OK, ben ouais. On enchaîne. OK. Après toutes ces années, c'était une façade de The Raven. Il est plein aux os, le menteur. Dans ces promos-là, on voit aussi un Sandman qui était là, avec un personnage complètement différent du Sandman. Là. C'était genre un voisin banlieusard là, qui a des petites lunettes. Là, puis c'était un grand chum de Raven quand il était plus jeune, qui essaie de le raisonner. Méchant chum. Oui, c'est ça. Fait que Raven va disparaître une couple de mois, puis il va venir en pleine forme. Parlant en pleine forme, prochain segment, on a M. Eric Bischoff et Hollywood Hogan qui arrivent pour faire une autre petite entrevue. Puis ils font sentir leur présence. Fait que Hulk dit que les Black and White NWItes, ça ne roule pas vraiment sur le bout de la langue. Ça. Les fans sont à ses pieds aussitôt qu'ils touchent le sol après sortir de son jet privé. Et après, pendant qu'il parle, il nous montre son attaque qu'il a eue sur son propre neveu, Horace Hogan, à Nitro. Il a attaqué avec une chaise à plusieurs reprises, puis une couple de coups de strap pour le faire sortir en civière, puis ouvrir la tête solidement. Un autre gars qui était très bon au Japon. Bon, pas vraiment. Populaire. Je pense. Pas Horace Hogan, non? Mais oui, Horace Hogan, il était populaire au Japon. Non, de quoi tu parles? Mais oui. Non, c'est même pas populaire dans sa famille. C'est populaire au Japon, certain. Mais c'est même pas sa vraie famille. Oui, c'est son vrai, non? C'est son vrai mononcle, Hogan. Mais non. Je te jure. Oui. Pour vrai? Oui, c'est son vrai oncle. Moi, j'avais entendu le contraire. Faudrait... Non, c'est vraiment ça pour vrai. Il s'appelle Horace Boulder. C'est le frère. Son père, c'est le frère d'Hulk Hogan. Je te jure.
m'a texté Pat Laprade. Lui, au moins, il ne se trompe pas. D'un quiz ou. C'est ça. C'est ça. Puis, il dit au Warrior que s'il peut faire ça à un membre de sa famille, qu'est-ce qu'il pense qu'il peut faire contre lui? Puis, en fond, il va enlever la peinture du visage du Warrior puis le mettre à terre parce que quand tu ne te mêles pas des affaires de tes affaires, tu te donnes une leçon. Puis ça, c'est une leçon que tu vas avoir for life. Brother. Oui, exactement. Fait que Hollywood Hogan est fin prêt pour le match de ce soir contre le Warrior. Ouais. Match que. Ouais, ça n'a pas paru dans le match. Non, en effet. Parlant de match numéro 2, un match entre deux colosses du ring. Ming a affronté Wrath. Wow. Wrath, on va vous rappeler, en fond, c'est une bataille entre l'ancien Haku et l'ancien Adam Bomb. C'est correct. Là, j'ai goût de dire Adam Bomb, c'est celui qui a attaché les pieds de Macho Man. Non, ça, c'est Crush. Exactement ça. Écoute pas sur une couple d'années, tu vas te mélanger tout le temps, ils sont ensemble en plus. Et ça, là, c'est fou, Ramel. Ça doit être pour ça que tu te mélanges. Pour vrai, ça ressemble, non? Ben, un peu, là. Quand même? Pas totalement, mais je crois. Non, ouais. Le même genre de moule, là, je te dirais. Ouais. Ils ont été coulés dans le même ciment. Oui. On a Rat qui est sur une série de victoires à la Goldberg à l'époque aussi. Puis Tony, nous, ça, c'est pour toi le prochain affaire que je dis. Tony nous dit que dans la foule, il y a beaucoup de joueurs de la Ligue majeure de baseball dans l'assistance, dont Matt Stairs et Jason Giambi. Oh! Ouais, c'est pour toi, ce petit commentaire-là. Matt Stairs, un ancien à l'époque. Ben, je suis encore un grand fan. Je suis moins, là. Ouais, Matt Stairs, un ancien des Hayes d'Oakland. Jason Giambi. Jason Giambi aussi, en fait. Non, c'était Jeremy Giambi qui était avec les Hayes d'Oakland. Non, mais c'est un ancien Canadien, Matt Stairs. C'est un ancien Canadien? Ben, il est toujours Canadien. Oui, il est encore Canadien, mais dans le sens que c'était il n'y avait pas beaucoup de joueurs canadiens à l'époque qui étaient bons. Baseball? Ouais. Non, pas tant. Les vraiment bons, il n'y en avait pas tant que ça. Là. Mais Jason Giambi a joué aussi pour les Hayes, je m'excuse. Les deux ont joué pour les Hayes, puis après ça, Jason Giambi a signé un gros contrat ailleurs. Et ils ont signé Jeremy Giambi à la place, qui n'était pas partout comme son frère. Fait une petite leçon de baseball. Il n'a pas signé avec les Yankees, Giambi? Oui, exact. OK. Bref, il n'a pas été avec les stéroïdes, lui. Ouais, comme le 3/4 des joueurs de baseball. Ouais. Comme une coupe de gars dans les matchs de ce soir. Dans le fond, là, les stéroïdes au baseball, c'est comme la NWO dans la WCW. Il y en a partout. C'est ça. Il y en a tout le temps. Ouais. Hey, parlant de ça, j'allais te faire un petit countdown du nombre de fois qu'on entend la tune de NWO jouer. Là, parce que ça n'a pas de sens. Si tu ferais un drinking game, je pense que tu ferais ça après 2 fois. Ouais, pas moins. Toi, peut-être. Oui, non, mais en sens qu'il y a je t'aurais ramassé en bas de la boum à côté de chez Paris. Ah, viens-en, là. Viens-en. Ça fait 15 ans de ça. Viens-en. Callback de notre Twitch hier, entre deux chaises de métal. Allez voir ça chaque vendredi. Donne le goût d'aller voir. Bref, Rat saute sur Ming de l'apron avec un flipping senton. Un beau move pour un big guy comme lui. Rat utilise la deuxième corde pour faire un clothesline pour faire tomber l'ancien Haku à la WWF, comme j'ai mentionné plus tôt. Mm-hmm. Et coup de pied circulaire et un backbreaker de Ming pour un compte de 2. Ce match-là est vraiment back and forth avec une vraie bataille de tough guys. T'es plus Ming ou Rat? Je suis plus ni un ni l'autre. Non, mais si t'avais choisi entre les deux. On m'a dit Ming parce qu'il pourrait me tuer. Rat aussi? Non, mais les deux sont bons. J'ai pas aucun problème contre les deux. Là. Okay. Peut-être que Rat a plus de comment on pourrait dire ça, de marketing. Là. De quoi? De marketing dans le sens que tu verrais plus une compagnie mettre lui au top que mettre Ming. Ouais, je comprends. Ouais. Marketability. Puis, fait que c'est ça. Fait que, après ça, on a Rat avec un genre de rock bottom pour un compte de 2. Et après ça, il s'est suivi d'un pump handle slam qui appelait le meltdown. Bien exécuté. En plus, il a vraiment utilisé sa force pour monter Ming, que c'était pas une chose facile à faire. Non. Évidemment, après ce move-là, ça a été assez pour la victoire pour Wrath, qui continue sa série de victoires, puis qu'il est très over en ce moment, M. Wrath. Ouais. Fait que c'est ça, un match correct, une belle victoire showcase, si on veut, pour Wrath pour le futur, mais c'est juste plate que malgré ça, ça a été très d'évidence, là, mais regarde, c'est WCW aussi, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Là. Ouais, mais je pense pas qu'il y avait le charisme pour... Mais moi, j'ai bien de la misère avec les big guys qui ont un charisme correct. Tu sais, des fois, tu as un manager, ça marche, mais ça a été vu trop souvent, fait que tu sais un peu qu'est-ce qui va arriver avec ça, fait que
Je pense pas que Rat méritait d'être tant au top que ça, malgré qu'il aurait pu avoir sa chance quand même. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas été vu souvent dans le monde de la lutte? Là? Ouais, non, je sais. Mais... En tout cas, fait un match correct pour les deux lutteurs, puis c'était pas si pire. Ouais, c'était un bon deuxième match. J'ai vu pire dans le show. Après ça, on a Lee Marshall avec Billy Kidman au bureau de WWE.com à se faire interviewer. Puis il se fait demander s'il a vraiment affronté Disco Inferno ou Juventud Guerrera plus tard ce soir en combat de championnat Cruiserweight parce que les deux vont s'affronter un petit peu avant ça dans un combat de Contenders match. Puis il dit qu'il n'y a pas de différence de préférence. Puis qu'il dit qu'en moment, peu importe c'est qui va être prêt, puis que Disco, il n'est pas sûr s'il a fait le weight class, mais quand même, que ce soit lui ou que ce soit UV, il n'y a pas grand problème. Puis c'est ça. C'est dans le temps que Juventud était bon. Oui, UV de Juice. Ouais, mais là. Non, je sais, c'est quand même. Bon, c'est le dernier match qu'il y a eu, c'est un peu chiant. Plus tard, ouais, je sais. Ouais, c'est ça. Bref, parlant de Disco et Juventud Guerrera, match numéro 3. Un match pour le championnat, pas le championnat, mais le One Contenders pour le championnat Cruiserweight plus tard dans la soirée contre Billy Kidman. C'est Disco Inferno contre UV de Juice Guerrera. Disco Fever, yeah. Je sais pas si t'as remarqué là, quand il fait son entrée, là, puis il monte la foule, là, tout le monde danse, là, je te dis. Ben oui. Ça aurait pu être Babyface, là, il aurait pu être populaire. Là. Mais honnêtement, moi, à chaque fois que j'entends la tune puis son entrée, je danse aussi. Là. Ben oui, c'est bien bonne sa tune. Là. Toi qui aimes le disco en plus. Là. Ben oui, j'adore le disco. Après un début timide. Ouais, c'est ça. Après un début timide pour un match Cruiserweight, on a Guerra qui se donne un swing par en arrière pour faire un head scissor à Disco qui est en bas du ring. Mais dans le fond, c'est quand même nice. Là. Dans le fond, Disco est à l'extérieur du ring. Puis Juventud est dans le ring. Fait qu'il fait genre un backflip pour sortir du ring. Puis il pogne la tête de l'autre. Puis en tombant à l'extérieur du ring, il fait un genre de head scissor. C'était vraiment nice. Pour vrai, c'était quelque chose d'innovateur que je n'avais jamais vu à l'époque. Dis de même, je ne comprends rien, mais allez voir, ça vaut la peine. Ben, il est dans le ring, il fait un backflip pour sortir, puis il pogne la tête de l'autre quand il est à l'extérieur du ring. Ah, là, je comprends. Ouais, mais c'est dur avec des doigts à faire ça. Hein. Ça fait beaucoup de doigts. Ouais, surtout sur le monde sur Spotify avec tes doigts. Ben, j'ai dit un backflip pour sortir du ring. J'ai comme expliqué pas en faisant la gestuelle. Attends, j'ai un appel. Encore, on me dit que c'est. Ouais. C'était ordinaire, parfait. Je sais pas à qui tu parlais, mais parle-le dans le maudit si tu as compris ça en 2 secondes. Ça doit être Dave. Après ça, après ce move-là. Ça a coupé. Ouais, c'est ça. Clic. Disco prend les dessus du match et gronde Juventud Guerrera. Il est interdit de sortir pendant 2 semaines. Après ça, on a The Juice qui signale son finish, le UV Driver. En fond, c'est le Michinoku Driver aussi. Puis Disco s'en sort avec un stun gun et un swinging neck breaker bien exécuté pour un compte de 2. Et après, une petite Macarena. Move que Disco a fait souvent. Il pogne le gars à powerbomb et fait. Ouais. C'est ça que j'aime de Disco, mais en même temps, c'est ça qui fait qu'il n'est pas vraiment poussé sérieusement parce que c'est plus un comedy wrestler. Mais moi, je trouve ça bien hot. Hein. Mais tu dis ça, mais New Day, c'est pas mal ça aussi. Ils sont plus sérieux quand ils luttent, mais. Ouais. Plus de momentum. Ouais, c'est vrai. Mais je comprends ton point de vue, mais en même temps, c'est sketchy un peu, mais c'est pas ça. Je vais te donner un 3 sur 10 pour cette comparaison-là. Sur 10? Ah, merde. OK, 1 sur 5 d'abord, c'est mieux? Hey, attends. Ouais, c'est mieux. On va te donner C+ pour l'effort. Parfait. Ensuite de ça, on a Guerrera qui revient. C'est vrai, après la Macarena, Disco fait un big swing à Jouvy. Sauf que le fait que Disco est faisant l'équilibre un peu en faisant ce big swing, il tombe tête première dans les parties de Juventud Guerrera. Et ouais, c'est ça. Après ça, il revient à la charge Guerrera avec un bulldog à la Rey Mysterio en passant par les jambes, puis il pogne la tête en bulldog pour un 2 3/4. Après ça, on a Yuvi qui tente un victory roll sur Disco, sauf que Disco, il réussit à le faire tomber sur ses pieds. Le retourne de bord, il fait un jumping pile driver et c'est assez pour le compte de 3. Oh yeah! Le Disco Inferno, puis il devient aspirant numéro 1 pour le set Cruiserweight de Kidman plus tard ce soir. Parfait, il l'a mérité. Oui, un bon papier match, mais pas un match, mettons, qui sonne Cruiserweight Division, à mon avis. Non, mais plus à cause de Disco. Là. Ouais, qu'est-ce qu'on connaît d'habitude à Cruiserweight Division, c'était pas vraiment ce match-là, mais en même temps, il y a eu assez de spots le fun de UV pour que ça compense. Le fait que le match s'amène avec un pile driver, c'est un match Cruiserweight, je trouve ça bien hot. Ouais, c'est vrai. Ouais. Fait que tantôt, il va y avoir un match entre Kidman et Disco pour la ceinture Cruiserweight. Il va être dans pas long.
Ouais, En attendant, en attendant, on va y aller avec 2 matchs qui n'auraient pas dû être sur la carte. ah ouais, t'as raison. Ben Tu oui. vas checker la carte avant de Ben tout oui, ça. exactement. Ben, avant ça, on a Ouais. dans les Natural Girls encore, Oh. déguisé en cowboy. Les commentateurs on à se concentrer. Bobby, là, arrête de parler, là, je les regarde. Là, les Mané Chauvani, ils arrêtent de parler. Puis dans les 30 secondes de la chorégraphie, il n'y a pas de commentateur qui parle parce qu'ils checkent les Nitro Girls. Moi aussi, j'ai une photo de moi en cowboy. Tu peux-tu la mettre dans le montage? Pas nécessaire. Parfait. Après ça, on a Big Papa Pump qui est avec un micro, parlant de belles personnes. Oui. Subjectif, là. Big Papa Pump is in town and he's ready to pound. Il dit qu'il a passé 3 jours et 30 nuits à Las Vegas avec des demoiselles. Une freak à sa gauche, une freak à sa right. On l'aime bien, ça commence. Ouais, on l'aime. Ouais. Holler, if you hear me! Il dit que Buff et son frère, qui l'a battu toute sa vie en passant, sont des losers. Et qu'il dit que pour rendre le match ce soir plus intéressant, il propose de mettre les ceintures par équipe en jeu. En fond, un titre qu'il ne dessine même pas. Oui, c'est vrai. Scotthall et Giant qui les ont, mais vu que Scotthall est occupé avec Kevin Nash plus tard ce soir, le Giant arrive et il se propose d'avoir Scott comme partenaire pour défendre des ceintures par équipe. Fait que ce serait le Giant et Scott Steiner contre Buff Bagwell et Rick Steiner. Et le président de l'époque à la WWE, James J. Dillon, qui on connaît aussi pour être l'ancien manager des Four Horsemen à l'époque à la NWA. C'est vrai. Et il dit qu'il vient interrompre et demande s'il a bien compris qu'il voulait un tag match pour les ceintures par équipe ce soir. Puis Scott, il dit que ben oui. Il dit qu'il répète que les autres n'ont aucune chance de gagner contre les largest arms in the world et le largest athlete in the world. Puis il dit que d'abord, s'ils n'ont aucune chance, que ça ne dérange pas Scott, que s'il perd le combat par équipe, qu'il va avoir un match de 15 minutes tout seul contre son frère après. Il dit, ouais, il n'y a pas de problème. Si, c'est la petite bière pour moi. Puis, y a-t-il ça de même? À peu près, là. Il n'a pas dit petite bière, mais la façon qu'il a dit ça, c'est la même chose. Ça aurait été écœurant qu'il dise ça dans sa promo. It's little beer for me. non, mais toute sa promo, il a fait en anglais, puis il fait juste une petite bière, ça. Big Papa Pump's your hook-up, petite bière. Oh là, if you hear me. Puis il dit hell yeah, il n'y a pas de problème. Fait qu'il accepte, puis il accepte la situation, mais il dit qu'ils ne gagneront pas plus. Mais Dylan dit que finalement, c'est officiel. Ce soir, il y aura un match championnat par équipe. Le Giant et Scott Steiner vont affronter Buff et Rick. En chassant ce qu'on sait par après, là, ça aurait été plus dur de faire juste le match single tout seul et rien faire d'autre. Je pense que oui. Hein. Parce qu'il faut que le show ait un match de plus. Hein. Il passe long même le show. Hein. Ah, c'est ça, exact. Ouais. Après ça, je me demande pourquoi que le feed coupe à la fin du show. Match numéro 4, dans un match que j'aurais aimé ça que le feed coupe en plein milieu. On a Fit Finlay qui affronte Alex Wright. Alex Wright est en mission pour prouver que c'est le meilleur lutteur qui vient de l'Europe. Ouais, ça. Je savais que tu pour le faire. Vas-tu mettre de la musique pendant que tu fais ça? Ah, je pourrais. On va voir. Quel autre personnage faisait Alex Wright après? Berlin. C'est Berlin! Berlin, mais aussi, il est présent. Il y a son équipe avec Disco Inferno, les Boogie Knights aussi. C'est vrai? Oui. Bref, on saute un peu. On job le Billy Gunn un peu. Il est aussi là pour venger son père, Steve Wright, qui était blessé par Fit Finlay, qui a fini faire sa carrière. Fait qu'il y a comme un genre de layer au match de plus. Je sais pas si. Je pense pas qu'on fait exprès, mais Mike Tenay au micro, c'est lui qui l'a dit. Fait que c'est lui le professeur pour vrai, il se rappelle de ça. Ben, c'est ça. Ouais. Et pour un gars qui veut venger son père, un début mal technique entre les deux lutteurs. Puis beaucoup de grappling entre les deux. Puis Wright devient plus agressif avec un slam sur Finlay en bas du ring. Puis après ça, on a malheureusement pour le Das Wonderkind. Fit Finlay se tasse un missile dropkick, puis Wright crash and burn. Après ça, il y a Finlay qui charge Alex Wright dans le coin, mais qui se tasse. Fait que Finlay rentre directement l'épaule dans le poteau du ring, ce qui fait qu'il est prone pour un neckbreaker de Alex Wright pour le compte de 3 out of nowhere. Victoire pour Alex Wright. Dans un match qui a duré, ton résumé était quand même quasiment aussi long que le match, 5 minutes. Ouais, c'était pas. Tant mieux dans un sens, parce que les deux, comme je te disais, les deux matchs, celui-là puis l'autre d'après, c'est des matchs de 5 et 3 minutes. Fait qu'au moins, ça n'a pas duré 10 minutes ou bien 45. Ça, c'est l'exemple parfait d'un nothing match. Là. Vraiment, il n'y a rien qui se passe, c'est vraiment plate. Là. Ouais.
Ben, en tout cas, anyway, on a fini avec ce match-là. Prochaine chose, on Ouais. retourne au bureau de la WWE.com avec Lee Marshall, avec cette fois-ci Ernest the Cat Miller. I'm the I'm greatest. the greatest. Ça qu'on soit insane, mais c'est pas grave. Le préféré de Chad. Oui, ben, c'était pas Conan, mon préféré. Les deux. Okay. Ouais. C'est bon. Il y a du goût. Après ça, le chat dit que c'est le greatest ever. Lee Marshall, il dit qu'il y a déjà quelqu'un qui s'appelle de même dans le monde du sport. Puis l'autre, il fait comme s'il ne savait pas c'était qui. De quoi tu parles? C'est moi le meilleur aussi. C'est moi I'm the greatest. C'était qui? C'était Félix Potvin? C'est pas Gretzky. Le 4? Non, pas le 4, le greatest. Là. Ah, parce que moi, je pensais le 4, je faisais ça, c'est Félix Potvin, le chat. non, c'est vrai. Mais je pense pas qu'il ait quoté c'est Félix Potvin dans une promo WCW. Je pense pas qu'il était assez populaire pour ça à l'époque. Puis, bref, ils continuent leur conversation. Puis, en fond, c'est genre Miller qui se vante. Puis l'autre, il dit ben non, t'es pas aussi bon qu'eux autres. Ouais. Malheureusement, on n'a pas d'apparition pour The Cat Miller à part ça dans le show. C'est un peu plate, là, mais en même temps, c'est correct. Match numéro 5, Lodi contre Perry Saturn. You're welcome. Ouais, puis question quiz, tu sais quoi qu'il appelle Lodi? Non. Parce qu'il ressemble à Billy Idol. C'est vrai. Lodi, c'est Idol à l'envers. Oh! Ça, c'est une affaire que je ne savais pas avant récemment. De un, parce que je m'en colissais un peu. Ouais, de deux, parce que je ne savais pas. C'est vrai qu'il y avait le look Billy Idol. Ouais. Puis les deux, c'est des anciens membres de la Ravens Flock. Puis même un moment donné, Saturn avait perdu un match contre, je pense que c'était contre Raven ou contre Lodi. Puis il était devenu le butler de Lodi pendant un mois. Fait que ça a l'air d'un throwaway match quand même quand tu check ça vite sur la carte, mais il y a quand même une histoire entre les deux. Là. Ouais. Puis je me souviens, moi j'écoutais Nitro le samedi avec Marc Blondin, le tourneur. Oui. Puis je me souviens de cette histoire-là. Je ne sais pas pourquoi on se souvient souvent des histoires de même, plus que des fois des grosses histoires. Hein. Ça marque. Ben oui, c'est sûr. Marque imaginaire. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que Lodi est plus intéressé par ces signes qui amènent qui se fait voler par la fille qui check le ring. Hey, t'en vas avec mes pancartes, amène-moi ça ici. Ah, c'est de là qu'il a volé Sammy Guevara, il a volé les idées de Lodi. D'un certain sens, oui. Fait que Saturn domine largement le combat un coup que ça commence, sans surprise d'ailleurs. Belly to belly suplex overhead, un T-bone suplex, puis un Falcon Arrow. Et après ça, on a un Devil Driver, c'est terminé. Saturn l'emporte. Fait que, un squash pur et dur. Ouais, un très beau Dead Valley, par exemple. Saturn, il faisait bien son Dead Valley Driver. Ben, Saturn, c'est juste là qu'il y a le charisme d'un pot de peinture, parce que sinon, là, il est écœurant. Hein. Oui, je le trouvais drôle avec Moppy. Là, mais... ouais, mais charisme, ouais. Tu peux voir ça comme du charisme, bien sûr. Ouais. Non, oui, fait que non, mais dans la question côté bell to bell, là, il est fort en crise Saturn. Là. J'adore Saturn. Ouais. J'aime Saturn. Moi, j'aime mieux Vénus, là, mais. ouais, c'est ça. I'm your Venus. Après ça, une autre chose que j'adore, c'est l'autre chorégraphie des Nitro Girls. La troisième de la soirée. Et, ça nous mène au match numéro 6 pour le championnat Cruiserweight. Le champion défendant Billy Kidman affronte l'aspirant numéro 1 au titre Disco Inferno. Yeah. Okay, ouais, c'est pas la même tune. Je sais. Et Billy Kidman, qu'à l'époque, je détestais. Un des meilleurs Cruiserweight. Après Rey Mysterio, c'était le deuxième meilleur. Ben, Juventud était bon. Ouais, je déteste encore un petit peu. Pourquoi? Ah, parce que Torrie Wilson? Exactement. Anyway, t'avais pas de chance. It should have been me. Va donc voir Sonny, là. OK. Non. OK. Après ça, ayant été plus tôt dans la soirée, Disco est toujours un step en arrière du champion pour commencer le combat. Et tenez aux commentaires, parle du fait que la division Cruiserweight est vraiment super jeune avec Kidman qui vient juste d'avoir 24 ans. Ouais, c'est jeune. Pas, hein? Puis même que Juventud et Rey Mysterio ont 23 ans chacun, puis que c'est quand même les cornerstones de la division, puis qu'il y a encore beaucoup de luttes devant eux autres. Certains plus que d'autres. Là. Mais non, puis c'est fou comment ça va vite, la vie. Hein? Oh, la vie. Il faut en profiter parce que du jour au lendemain, il n'y en a plus.
pas une affaire à rire, ça. Je suis déçu de toi. Bref, Disco avec un drop to hold sur Kidman qui revole sur la corde, la troisième corde. Après ça, on a Kidman qui fait un beau bulldog en utilisant les steps à l'extérieur du ring. Bulldog, un move que j'adore. Après ça, on a. Par contre, il manque un big splash de la troisième corde quand Disco se tasse du chemin. Puis Disco est dans le retour du siège du conducteur. Quoi, il y avait un char dans l'arène? Ah, c'était pour dire ça. Back in the driver's seat, l'expression américaine pour dire qu'il a l'avantage. Merci. Moi, je ne suis pas américain, moi, fait que je ne sais pas. Eux autres, ils l'ont l'affaire, les Américains. Mm. Après ça, on a eu le problème de Disco, c'est qu'il est toujours plus intéressant à danser entre chaque move que de rester focusé sur la tascadène, puis gagner le combat, puis la ceinture. Il était écœurant. Son personnage en même temps. Oui, c'est ça. Puis Kidman lui fait payer ça avec un Sky High pour un compte de 2. Après ça, on a Disco qui fait le Pile Driver qu'il a fait gagner plus tôt contre UV, sauf que c'est juste pour un compte de 2, malheureusement pour lui. Et après ça, on a un autre petite Macarena. Et Kidman en profite pour renverser le Powerbomb en Facebuster. Death, Axis, puis Kidman qui renverse un Powerbomb en Facebuster. Oui, exact. Puis ça, c'était le setup toujours pour faire son Shooting Star Press après. Parlant de ça, tout après ça, c'est le Shooting Star Press pour le compte de 3. Toujours champion, Billy Kidman. Fait que j'ai trouvé que c'était un très bon combat. C'est juste, c'était simple, efficace pour les deux lutteurs. Ils n'ont pas été trop dans le trop dur à faire. Puis c'était short and sweet. Ils ont gardé ça. Ben, Kidman, c'était un bon cruiserweight, mais c'était un cruiserweight plus simple aussi. Là. C'était pas. Il était capable de faire bien les affaires, mais il était. C'est ça, il gardait ça simple. Puis je pense que c'est ce qui faisait sa force. Puis il y avait deux affaires qui faisaient sa force. Il gardait ça simple, puis sa camisole toujours blanche. C'est vrai, son wife beater. Oui, exact. Puis, ouais, ça, non, dans l'ensemble, c'était vraiment un bon combat. Et la lumière fut. Oh. Oui, fait qu'après ça, on se transporte au match numéro 7 pour les championnats par équipe. On a Scott Steiner, le Giant, les champions défendants, qui vont affronter des challengers Rick Steiner et Buff Bagwell. Et si Rick et Buff gagnent, Rick affrontera Scott dans un combat 1 contre 1 tout seul pendant 15 minutes jusqu'à temps qu'il y ait un gagnant. Et Tony nous parle de la récente apparition de Chucky à Nitro qui a confronté Rick Steiner. Quelque chose qui ne passerait pas aujourd'hui. Mais non, c'est pas vrai, c'est parce qu'il y en a eu récemment, c'est juste ça. Halloween Havoc. Mais au moins, ils ont eu le bon sens de faire ça avec le gars de Rick Steiner. C'est vrai, hein? Ouais, c'était un bon callback. J'adore qu'ils ont fait ça. On avait parlé, puis... Ouais, c'est tellement facile aussi. Ben oui, tu peux pas le faire. Là. Tu peux passer à côté quand tu as le gars de Rick Steiner, tu sais. Ouais, exact. Mais non, c'était... Puis ouais, parlant de Chucky, tu écouté l'émission qui est sortie sur lui? La nouvelle série, non? Non, pas encore. Tu dans tes projets? Ou... Oui. Ouais. Je sais que tu es un grand fan de Chucky. Tu n'as pas fait un podcast sur ça, maintenant? J'ai fait un podcast, avec Horror Podcast Québec, mais je vais l'écouter juste pour l'écouter, mais je suis pas. J'ai vu des affaires puis je suis pas tellement. T'attends pas grand-chose. Non. Fait que des fois, c'est bon. Des fois, on se fait surprendre. Ben ouais, c'est sûr. Ouais. Puis pour commencer le combat, il y a Scott qui fait le classique du heel qui ne veut pas affronter l'autre gars quand il est frais et dispo. Fait qu'il tag son gars qui est plus. C'est drôle à dire, mais plus gros que lui. C'est vrai. Parce que l'un, c'est une pièce d'homme, puis l'autre, il est encore plus. Donc, c'est un géant. Oui, exactement. Puis Rick mange la volée, mais renverse la vapeur sur son frère quand il finit par l'avoir dans la ring avec lui. Et Buff demande la tag à Rick qui oblige et qui va faire la tag à Buff. Les deux se prendre le bras, faire un double clothesline à Scott qui se baisse. Et après ça, il y a Buff Bagwell qui donne un coup de pied d'un gosse de Rick Steiner pour faire un turn. Le Judas. Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Ben non. C'est pas comme si tu faisais ça depuis 3-4 mois avec Rick Steiner, là, puis qu'à tous les fois, il fall for parce que c'est un idiot. Là. Hey, qu'est-ce qu'il dit Bagwell quand il ne veut pas recevoir la tag? Je sais pas. Bof. Non, je savais que c'était ça, mais je ne voulais pas risquer le fait que ça soit mis contre moi par après. OK. OK. Évidemment, après ça, Buff s'en va. Fait que c'est Rick contre les deux autres lutteurs tout seul. Pauvre lui. Pauvre petit chien. Ouais. Ouf. Ouais.
Ça, c'est une chose qui arrivait souvent avec NW et Buff Bagwell, surtout, là, des turns genre, j'ai changé, j'ai tourné ma vie, fuck la NW, puis 2 secondes après, ben, je me tourne contre vous autres, puis je m'en vais avec eux autres, comme d'habitude. Parce Ouais, que, tu sais, un peu trop souvent, ouais. c'est parce que le 19e membre, il ne faut pas le perdre. Non. Après ça, on a eu Rick qui est désavantagé, évidemment, parce que il est 1 contre 2. Sauf que Scott et Giant ne finissent pas la job comme il faut parce qu'évidemment, vu qu'ils sont 2 contre 1, ils sont un peu cocky. Fait qu'ils, ils font des mots, puis ils l'enlèvent à 2, puis ils font là, vas-y, toi, vas-y, taglé. Puis, malheureusement, c'est une erreur quand Scott tient son frère pendant que le Giant monte sur le top rope, mesdames, messieurs. Non. Ben, tu dis ça d'un ton, mais c'est quand même le Giant, là, un gars de Ah ouais, 500 non. livres, 7 pieds 1 qui monte sur le top Non, rope. mais Là. ouais, c'est ça. Ça y a pris du temps à Chris pour ouvrir son footing pour faire son dropkick, par exemple. Ouais. Ça a été quasiment aussi long que le match de l'OD puis Saturn. C'est vrai. Puis, après ça, il a fini par le faire, le dropkick, sauf que malheureusement, c'est Scott qui l'a mangé parce que Rick s'est défait des griffes de son frère. Puis évidemment, après avoir mangé le dropkick, Steiner a revolé dans les airs comme un esti malade, puis il était genre pogné en arbre sur la corde. Ouais. C'était malade. Et pas longtemps après ça, on a le Giant qui a reçu un bulldog à la 3e corde de Rick Steiner pour le compte de 3. Fait que Rick Steiner gagne tout seul les titres par équipe. Ben, techniquement, c'était avec Buff Bagwell. Mais il réussit à vaincre Scott et Giant tout seul avec son finisher de bulldog pour le compte de 3. Fait que c'est un méchant pop de la foule aussi, ça. Ouais, hein, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Là, mais... Ben là, c'est parce que quand même une rivalité qui dure depuis longtemps, puis le monde est pro WCW à l'époque dans ce temps-là. Ouais, c'est vrai. Puis il faut que le face gagne à la fin, on sait bien. Ben, ça aide. Disons que 80% du temps, c'est ce qui devrait arriver. On a eu des exemples de ça au Twitch de la NWE hier, que c'est pas tout le temps le good guy qui gagne. Le Booker, il savait comment booker ça. Bon, OK, on passe au prochain. Prochain. Évidemment, après ça, on se transporte au match suivant. Le match numéro 8. Rick Steiner affronte son frère Scott. Ça n'a aucun sens. Ça. Bah. Pourquoi ils viennent de lutter contre? Ben, je sais, ils viennent d'avoir un match contre lui, c'est juste que c'était pas one-on-one. C'est pas grave, il a quand même eu dans le ring un contre l'autre pareil. C'est pas comme si c'était Giant et Stevie Ray puis il était à l'extérieur du ring puis il ne voulait pas se battre. C'est bien. Je pense que c'était pas Stevie Ray dans le fond. Et Rick va chercher Scott à l'extérieur du ring qui essaie de se sauver. Puis même que Rick prend Scott en Dominator, dans le fond, en genre de powerbomb, mais genre sur l'épaule, puis il va le ramasser dans le coin. Puis, genre de move qu'il y avait tout le temps dans les jeux vidéo. Hein. Oui, genre un 3 of home à l'envers. Ouais. Puis, sauf que Scott qui fait un low blow pour reprendre l'avantage. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué comme moi, là, dans ce show-là, les low blows là, que le ref voit, il y en a un tabarnak. Hein? Donc, c'était-tu Lorenzo le ref? Je sais pas. Mais non, c'était fou, là, surtout, ben, évidemment, les matchs NW, c'est juste ça, souvent. Là. Mais non, juste dans ce match-là, juste dans le segment de Scott Steiner, il a fait genre 4-5 fois des low blows devant l'arbitre, puis il n'y a jamais rien qui s'est passé. Ça prouve qu'il y avait beaucoup d'improvisation puis de n'importe quoi. Là. Ouais. Parce que, tu sais, habituellement, quand tu as un spot de même, le ref le sait. Là. C'est sûr que si le ref n'est pas au courant, puis tu peux juste crisser des low blows, à un moment donné, le ref, il ne va pas arrêter le match parce que s'il arrête le match, tout le monde va être en crise contre lui. Mais non, c'est sûr. C'est pas de la faute du ref. Non, mais il laisse les choses aller, comme qu'ils disent, des gros combats de lutte. Comme les refs en 3e période ou en série. Oui, c'est vrai. Quand c'est 3e période en série, il n'y a quasiment pas de calls qui se font, même si, à moins que ça soit trop évident. Oui, exact. Bref, puis dans la hit de Scott est de courte durée quand il fait un leapfrog à son frère qui l'attrape en power slam dans un assez beau spot. Ben, son spot qu'il faisait souvent. Là. Oui, en effet. Puis ben, c'est un beau spot pareil. Oui, c'est vrai, c'est clair. Et quelque chose qui est moins beau, par exemple, il y en a un fan qui sort des fans avec déguisé en Bill Clinton et qui arrive et qui frappe les gars de sécurité. Et après ça, qui va voir dans l'entrée que Stevie Ray arrive pour lui donner le slapjack. Sale arme de mal, ça, un slapjack. Steve, il y avait ça. Hein? Je sais. C'est pour ça que tu le dis. Non, mais c'est juste c'est correct. Un petit morceau de ceinture, là, come on. Là, il est pas pire que ça. Oui, c'est clair. Steve Ray vient lui donner ça, puis il frappe Rick et aussi l'arbitre. J'aime ça parce que il donne 2-3 shots à Rick, comme ça, l'arbitre le regarde. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Puis il fait juste un gros swing de malade dans la face. C'était malade. Ça va être dur de déterminer le pire match de ce show-là. Non?
Ben, moi, je sais, ben, évidemment, j'ai trouvé mon pire match de la soirée, mais. Ouais, moi aussi, mais ouais, c'est Si, dur quand même. ouais, c'est dur, mais moi, je sais pas. On va voir. Ouais, on va voir. Bref, pourquoi il s'est déguisé en Bill Clinton? Pas juste arriver de l'entrée en Buff Bagwell quand il s'est tourné contre l'autre déjà. Parce que c'est WCW. Parce que c'est Halloween, il fallait qu'il y ait un déguisement dans le show. Ah, ben oui, mais Chris, mais oui. Ben ouais, mais il y a les Nacho Will déguisés en cowboy tantôt, ça compte. Ouais, c'est bien. Bref, après ça, Scott couvre Rick avec Buff qui prend la main de l'arbitre Charles Robinson pour faire le compte de 1, 2, et non, Rick dégage. Après ça, on a un Frankensteiner de Scott sur Rick, la troisième corde. Encore une fois, la même chose. 1, 2 et kick-out de Rick avec Buff qui prend la main de l'arbitre. Ouais. Après ça, il y a Scott et Buff qui tentent une double close line, mais Rick s'en sort. Il drop Bagwell gorge première sur la troisième corde. Parce que, pas dans Instagram, mais dans la vraie vie, pas longtemps avant ça, il y avait une grande blessure au cou. Bagwell? Oui, à cause de. Ben, Ouais. sûrement, c'est à cause de Rick Steiner. Je ne sais pas si tu te souviens, là, il a fait un bulldog un moment donné à Buff Bagwell, mais genre son grip de son bulldog n'était pas beau. Fait que ce qui est arrivé, c'est que la tête a lâché, puis quand il a bumpé sur l'épaule de Rick. Ça fait genre un genre de whiplash effect. Ben, le show, tu l'as déjà vu un moment donné. Il faudrait que je te le montre. Là. Possible. Ouais, ça fait longtemps que je ne me souviens pas. Puis après ça, Bagwell avait la grosse affaire dans le cou, là, puis il était en chaise roulante. Là. OK. Ça, peut-être oui, mais le reste, là, non. Puis dans la chaise roulante, il s'était tourné contre Rick Steiner, puis il s'était levé, puis il avait enlevé son affaire. Il disait, je suis correct, hein? Because WCW. Fait que c'est ça. Fait que, après ça, il fait son top rope bulldog sur Scott et un autre arbitre, Nick Patrick, arrive avec une belle slide que Billy Gunn serait fier. Puis faire le. En fait, c'était écœurant. Il slide. 1, 2, 3. Gagnant du match, Rick Steiner. Et là, TJ est content parce que le face a eu doublement l'avantage. Contre toute attente, le good guy, le gremlin à face de chien, gagné le combat. Ouais. Et, mais il n'a pas gagné. C'est pas lui qui a gagné la plus belle carrière après, par exemple. Non. Ben, il a toujours été solide dans Rick Steiner, je trouve. Ouais, mais j'aime mieux Scott. Ouais, mais toi, tu parles côté genre carrière après, genre storyline, puis Big Tallow Shot, puis tout ça. Là. Ouais, mais j'ai quand même toujours mieux aimé Scott, même dans les Steiner Brothers. Moi aussi, mais ça n'empêche pas le fait que Rick est bon aussi. Ah ouais, il est correct. Puis, évidemment, un peu overbooké, mais vers la fin. Mais le segment avec Clanton match, moi, je trouve que c'était. L'affaire de Clinton, on aurait pu s'en passer. Mais à part ça, je trouve ça correct. Je trouve ça divertissant comme segment-là. Moi, je pense que ça aurait dû juste être un match single. Puis toutes les interventions arrivent dans ce match-là. Ouais, ça aurait pas un package, puis tout ça aurait pu arriver, mais 2 matchs. Tu sais, une affaire inutile un peu. C'est le genre d'affaire qui est arrivé dans les fédérations québécoises, là, que tu sais, les fédérations un peu boboches, là, que c'est la seule tag team, après ça, c'est un six-man, il y a des tables, des chaînes, du sang, un autre match, un manager, un turn, ça m'a donné. C'est pas du théâtre d'été, là. Théâtre extrême. Ouais. Fait que 2 victoires du Babyface, sauf que là, Rick est champion par équipe tout seul maintenant. Ah, non. Le lendemain, à Raw, à Nitro, il a choisi son partenaire. Et c'était? Kenny Chaos, anciennement de High Voltage avec Robbie Rage, comme co-détenteur des championnats par équipe. Ben, tu ris, mais c'était un big guy qui avait un certain look. Là. Ouais. Il voulait le pusher un peu, fait que ça donnait un petit push. Là. C'est pas, ça a-tu marché? Ben là, Chris, non. Là. Mais ça reste un gars que tu peux voir pourquoi ils ont pris une chance avec. Là. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que Rick Steiner gagne les 2 combats, puis tout le monde est content, puis il parle l'anglais. Tout le monde est content, voici mon Canada. Fait que, après ça, on a un promo vidéo pour la bataille entre les 2 meilleurs chums, Scott Hall et Kevin Nash, les Outsiders. À Slamboree 98, Hall a frappé Nash avec une déceinture par équipe pendant leur défense de titre contre le Sting et le Giant. Ça, c'est un match vraiment qui crie WCW. Et, après ça, Nash avait avoué que Hall avait beaucoup de problèmes personnels, ce qui était très, très vrai dans la vraie vie. Ouais. Et Hall blâme Nash en disant qu'il ne voulait pas l'aider financièrement puis qu'il voulait se laver les mains de ses problèmes. Mm-hmm. Puis ça a fait que Hall s'est tourné contre Kevin Nash. Après ça, les problèmes de Scott Hall avec la boisson à l'extérieur du ring étaient
à l'extérieur de la business ont été utilisés comme storyline. Mais quelque chose Ouais, ça, c'était dégueulasse. Là. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose que même à l'époque, puis surtout aujourd'hui, mais même à l'époque aussi, c'était pas quelque chose qui était très bien vu. Là. J'ai vu un documentaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Vas-y. J'ai vu un documentaire là-dessus passer, puis tu voyais, il mettait une cam sur Kevin Nash pendant ce temps-là. Là. Puis Kevin Nash faisait des faces comme. Tu voyais que c'était genre, il était comme c'est n'importe quoi. Là. Ouais. Puis son nom, Lascal Scottal. Ouais. Puis la femme de Scottal à l'époque aussi avait écrit une grosse lettre qu'elle avait mise sur les internets à l'époque. En fait, c'était genre un acquis de droit. Là. Elle parlait de WBF, de WCW, disait pouvez-vous aider mon mari, il a besoin d'aide, tout ça. Là. Puis, très triste, mais au moins à cette heure, on sait que ça a eu un happy ending, fait que c'est moins pire. Là. Mais, ouais, c'est une chance. Tu suis sa phrase du Hall of Fame, tu sais, je sais ce que je dis. Ouais. Bad moments don't last, but bad guys do. Juste pour toi. Merci. Ouais, fait que c'est ça. Fait que ce soir, on a un règlement de compte entre les deux à Halloween 98 dans un match, un grudge match. Ouais. Évidemment. Au match numéro 9, il n'en reste pas beaucoup. Il en reste 4. Après ça, il en reste 3. Ouais, après, il en reste 3, mais là, t'as pas fini celle-là. OK. Ça, c'est pas des poux. J'en ai pas. Bref, Scott Hall contre Kevin Nash, c'est en arrière pour les Strauss. Hall arrive avec un drink à la main. Un drink clair, ce qui est quoi, de la vodka, j'imagine, quand c'est clair? Ouais. Tout ce qui est boisson, ça peut être la tequila aussi. Pourquoi je demande ça à toi? Là? Je sais pas. Pas parce que je suis un connaisseur et j'ai des bouteilles ici. Hein? Non, en effet. Ouais. Maintenant, on va faire tirer des bouteilles. On peut faire tirer vide. Là. OK, ouais, en souvenir. Là, on va signer au pire. Là. On pourrait se faire des boissons en 2 chaises de métal. On va contacter mes chums de la poche bleue, peut-être qu'ils vont nous aider. Un Cabernet Sauvignon en 2 chaises de métal. Aller déjeuner avec Tinder demain. OK. Pas Tinder, mais Tinder. Ouais. L'application. Ouais. Il arrive avec son drink clair, puis évidemment, il est sous, là, il titube d'un bord puis de l'autre, puis genre, il parle dans la caméra. Puis son ancien ami, Kevin Nash, arrive après pour son entrée. Puis il est rendu dans le ring, mais là, il regarde la bête, il shake la tête. Mais là, tu vois bien qu'il va capable de lutter, là, il n'est pas en shape pour ça. Puis Scott Hall qui va tranquillement vers Kevin Nash, qui lance son drink en pleine face, puis qui l'attaque. C'était une ruse de Scott Hall qui faisait semblant d'être sous pour avoir l'avantage sur son ancien partenaire, Kevin Nash. En bas du ring, Scott Hall s'en donne à cœur joie, puis il ramasse Kevin Nash dans le poteau. Puis même Kevin Nash, à un moment donné, il est à terre, puis il y a pas de la sécurité, mais des EMTs et des trainers qui viennent le voir pour voir s'il est correct. Évidemment, Scott Hall prend le micro. Hey yo! Il demande à Nash comment on sent quand on voit le monde embrouillé. Puis qu'il a fini de l'écouter. Puis que Nash, qui est en train de se faire checker par le soigneur, finit par revenir dans le ring pour continuer le combat contre Scott. Et Nash lui dit, dans le coin, il fait juste dire un petit signe de Just bring it, amène-toi. Une phrase que Scott Hall disait souvent, Don't sing it, bring it. Puis Big Sexy encaisse, il finit par s'en sortir avec un gros sidewalk slam pour avoir l'avantage. Après ça, c'est au tour du gros sexy de dominer. Nash avec Sting dans le coin qui fait au moins une quinzaine de fois. Puis ça finit par faire saigner Scott Hall de la bouche à la Ken Shamrock. Les blessures internales qu'ils appellent. Puis après ça, on a un big boot de Kevin Nash, puis les bretelles tombent, ce qui fait une chose seulement, le Jackknife Powerbomb. Ça s'en vient. Qui est bien exécuté. Sauf que Kevin Nash n'essaie pas de faire le compte. Puis là, il niaise un peu Scott Hall là, en faisant. Il fait des mouvements comme s'il était sous. Là, puis il dit Last call! Puis après ça, il fait un autre Jackknife Powerbomb qui utilise beaucoup de sa force parce qu'on dirait qu'au début, il l'échappait un peu. Pour ça, il l'a pris genre. Il a forcé vraiment de faire le move qui était. Le Powerbomb de Kevin Nash, c'était tout en beau. Là. Ouais, c'est un autre sorte de Powerbomb. Il laisse comme tomber. Là. Ouais. C'est genre, il y avait de l'impact, c'était comme nonchalant en même temps. C'est comme bizarre un peu. Exact. Sauf que des fois, il blessait du monde. Là, mais... Ben là, c'est sûr, quand tu le fais au Giant, il y a des grosses chances une chance sur 2 que ça ne marche pas bien. Il n'avait pas blessé PCO aussi? C'est possible. Ouais. Après ça, sauf qu'au lieu de faire le compte de 3, Kevin Nash, pendant qu'on les arrive, fait juste un petit socket. Puis il s'en va.
Fait que résultat, ben, il se fait compter out. Fait que le gagnant du match par count-out, Scott Hall, qui a pas l'air d'un gagnant, mais malheureusement, c'est lui qui gagne pareil. Ouais, et il a fini à terre comme la plupart de ses soirées dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Pas plus à l'avancement du storyline que d'autres choses. Là. Ouais. Nash, en fond, c'est comme Nash qui essaie de raisonner son ami puis qui dit il a un peu de pitié de lui. Là, qui était vrai avec Sœur du Ring aussi. Ouais, il ça, aurait pu le finir. Ouais, fait qu'il aurait pu le finir, mais il dit il veut juste avoir lui donner une leçon puis qu'il arrête de boire puis sortir de sa mauvaise streak, si on peut dire ça comme ça. Puis c'était correct pour ce que c'était. Là. C'était pas bon, mais c'était pas mauvais non plus. Non, c'est ça. De toute façon, là, on parle pas de Razor Ramon contre Diesel. Non, ça aurait été meilleur. Ça aurait été bien meilleur, ouais. Plus structuré, mettons. Oui, en effet. Et après ça, on a les Nitro Girls. Il y en a avec une autre danse, une autre chorégraphie, mais ils ont des perruques cette fois-ci. L'Halloween, hein? Oui, il y a des perruques bleues, vertes. Oui, en effet. Après ça, on a match numéro 10 pour le champion des États-Unis. Le champion défendant, Bret le Hitman Hart, affronte le copieur de finisher, Sting. Ben oui, c'est Bret qui a inventé le sharpshooter, c'est pas Sting. Là. Pas parce qu'il a pris le sharpshooter, c'est pas parce qu'il a pris une gimmick de surfer, c'est pas parce qu'il a imité de Crow qu'il vole des affaires. Ben non, hein. Toi, as-tu aimé son look avec sa goatee? Non. Non, hein, c'est un peu bizarre, hein? Mais ça, Bret contre Sting, c'est un match que j'aurais aimé voir. À WBF? Ouais. Mais. Genre 4 ans avant, genre? Genre Bret dans son prime WWF avec contre Surfer Sting. Ouais, parce que avec les années, là, je regarde les matchs de Sting, puis je pense que j'aimais mieux Surfer Sting. Ah, mais c'est parce que Surfer Sting, il avait bien moins de wear and tear sur son corps dans ce temps-là. Là. Il était plus fresh, si on veut. Là. Ouais, c'est ça. Puis vers la fin, le WCW, tout le monde s'en colissait pas mal, à mon avis. Ouais, surtout lui, là, qui était là depuis le début, qui a vu ça, de cette affaire-là, qu'est-ce que c'était par après. Il devait être en crise aussi. Là. Mais c'est fou que ce gars-là a été dans le WCW, une des pires compagnies storyline, mettons, si on veut. Là. Ouais. Puis qu'il y ait autant un aura autant fort autour de lui. Là. Tu sais, c'est shiny dans une compagnie de même, c'est pas évident. Là. Sting n'a pas été dans des bonnes storylines non plus. Là. Ouais. Mais ça a été vraiment la franchise de la fédération là, pendant tout le long, là, pas juste au début, là, vraiment tout le long. Là. Il y avait Ric Flair aussi, mais évidemment, mais côté genre Babyface, Top Guy, ça a tout le temps été lui le main guy. Là. Il est resté là jusqu'à la fin. Oui, il faut lui donner ça. Puis le bœuf entre les deux a commencé le 28 septembre à Night Show, qu'après des semaines à dire qu'il respectait Sting et que lui et Hollywood Hogan, il n'y avait pas de parti pris entre les deux. Il respectait les deux. Ben, il s'est tourné contre Sting, qui l'attaquait pendant un match contre Hogan. En fond, Bret Hart l'encourageait. Puis pendant qu'il il l'avait en position de sharpshooter. Puis quand il s'est retourné, ben, Bret l'a pogné en DDT. Puis après ça, ils ont beatdowné Sting à 2 contre 1 pendant de longues minutes interminables. Parce que WCW, NWO font des beatdowns. Même si ça fait des mois qu'ils passent le temps à tout côté l'herbe sous les pieds des babyface, il n'y a personne qui vient aider personne. Ouais, mais tu m'as demandé quand t'es 40, ça te tente-tu vraiment d'y aller? Là? Non, mais là, il était juste 2 contre 1. Là. Ouais, c'est vrai. 2 contre 1, ça n'arrêtait pas peu. Ouais. Ben, après ça, il y a eu aussi un gros brawl. Un gros brawl avec les deux dans le vestiaire, dans un segment de Night Show qui était vraiment, vraiment bon. Là. C'est un des bons backstage brawls de WWE à l'époque. Là. Puis, chose que je pense que je peux mettre dans les commentaires. Je vais mettre ça dans les commentaires parce que ça vaut la peine d'être dit. Parce que c'est Bret. Non, parce que c'est vraiment nice comme segment. C'est un bon brawl backstage. Ben, je n'ai pas dit que je vais mettre dans les commentaires le turn de Bret Hart, parce que c'est pas juste de Bret Hart. Tu me mets des mots dans ma bouche. Penche-toi pas. Ben, j'ai rien mis dans ta bouche. Voyons, non, c'est bien dégueulasse, ça. Ouais, c'est ça. Fait à la fin, Sting, il y avait un match au Go Home Show contre Bret Hart, parce qu'il y a un match au pay-per-view, il faut bien faire un match au Go Home Show, tu sais. Make sense. Puis Sting a réussi à faire le Scorpion Deathlock à Bret, puis il a dit au ref tout semaine d'appeler du monde, là, parce que moi, je ne lâche pas la prise. Évidemment, il n'a pas lâché la prise. Ça a duré un bon 2-3 minutes comme fou. Jusqu'à temps que Stevie Rip et Vincent viennent l'enlever du Scorpion Deathlock. Mais en fond, les enlever, c'est un grand mot. Il y a des 2-3 punch comme ça, Sting s'est levé, puis il les a cassés à la gueule. Ouais, exact. Puis, c'est ça. Fait que là, Bret, après avoir été dans le Scorpion Deathlock pendant 3-4 minutes, il va être top shape à soir, il va être à 100%. À suivre.
spoiler alert, je pense que oui. Je pense qu'il est correct. Oui, en effet. Juste correct. Le Hitman fait patienter le Stinger avec un peu de powder. Là. Il rentre, il va en bas du ring, il va en bas du ring. À un moment donné, Sting se tanne, il va le chercher, puis il le balance dans la barricade qui rentre de plein fouet. Rendu dans le ring, c'est les 10 punches dans le coin avec celui d'une corde à linge. Après ça, on a Bret Hart qui fight back avec un DDT, le même move qu'il a fait pour se tourner contre Sting au départ. Après ça, on a Hart qui saute de sa corde préférée, la deuxième, avec un elbow. C'est ta corde préférée, la deuxième? Ben oui, il fait le temps, c'est où de la deuxième corde, vous avez remarqué? Oui, mais de là à dire que c'est sa corde préférée. Ben, c'est tout le temps sa deuxième corde. Quand est-ce que Bret Hart faire un move de la troisième corde, toi? Parfait, tu peux continuer. C'est ça. Doute-moi pas sur les Hitmen. Okay? Après ça, on a eu un dropkick que Sting a juste sidesteppé puis que Bret est tombé sur son dos. Après ça, Sting l'a pogné en Scorpion Deathlock. Sauf que Bret, évidemment, a été touché la corde pour survivre. Après ça, on a Bret Hart qui a fait un leapfrog à Sting, mais quand il est tombé, il a vendu sa jambe, comme s'il était tombé sur sa jambe blessée, son genou. Puis pendant que l'arbitre Billy Silverman empêchait Sting d'aller voir Bret Hart pour continuer l'assaut dans le coin, ben, Bret a sorti un genre de point américain. Bon, pas vraiment un point américain, c'est genre un slapjack que tu peux mettre sur ton dos de ta main. Là. Puis il essaie de frapper Sting, qui a vu venir le coup et qui a donné un big boot pour que Bret drop le weapon. Puis après ça, quand Sting a voulu prendre le point américain, il l'avait dans sa main. Il a voulu swinger Bret Hart, puis l'arbitre a pris son bras pour pas qu'il le fasse. Bret en a profité pour faire un low blow dans le dos de l'arbitre pour une fois. Après ça, on a eu Sting qui fait. Non, c'est pas ça, c'est un truc plus tard. Non, c'est pas loin, c'est. Après ça, on a Sting qui est sur les cordes et Bret Hart qui le domine. Puis là, l'arbitre a demande le bris parce que Sting est dans les cordes. Puis il tape l'épaule de Sting. Puis Sting, il répond avec un coup de coude derrière lui. Il a-tu tapé l'épaule avec le doigt de main? Oui, il a fait ça comme ça. Il a fait « Hey, Sting! » Je me souviens pas, mais ouais, comme ça. Ouais, je te jure. Il a mangé un coup de coude fait que pour le ref bump. Puis aussitôt qu'il a mangé le coup de coude, il était à terre. Bret a fait une leg drop sur l'arbitre après. C'est vrai? Oui. Ouais. Puis après ça, on a eu Sting qui a ramassé Bret avec une close line. Puis un moment donné, après ça, il y a eu une superplex de Sting à Bret Hart. Sauf que le petit problème, c'est que le ref était dans le milieu du ring, puis Bret est tombé direct dans les jambes du ref qui était à terre, qui était dos, qui ne voyait rien. Pauvre ref. Man, pauvre ref dans ce pay-per-view-là, ça n'a pas de sens. On fait des jokes, là, mais. Non, mais c'est vrai. Il aurait pu se péter les jambes solides, là. C'était qui le ref déjà? Billy Silverman. Un de mes préférés. Oui, en effet. Après ça, ça laisse Sting qui fait une erreur, malheureusement, par après ça. Ouais. Il fait pendant que Bret est dans le coin de dos, il fait son Stinger Splash, sauf qu'il y a trop de swing dans ses jambes. Sa tête touche le turnbuckle pour le knocker out. Fait qu'il est comme pogné dans la corde, genre upside down. Fait que Bret Hart va prendre le baseball bat de Sting puis il frappe 3-4 fois dans le dos. Puis après ça, il place Sting dans le milieu du ring. Fait qu'il monte sur la deuxième corde. Je répète, sa corde préférée. Sa corde préférée, oui. Ouais. Puis il prend le bat de baseball, puis il fait son genre d'elbow avec le bat, puis il traite sur le menton de Sting, ce qui le met encore plus knock-out. Puis après ça, Bret étant le good guy qu'il est toujours, va réveiller l'arbitre pour faire son sharpshooter. Ouais. Évidemment, Sting est knock-out, fait qu'il ne répond pas. Ça fait que l'arbitre, Billy Silverman, call for the bell et Bret Hart garde son titre des États-Unis contre Sting. Bon match. Ah ouais. Bon match. Bonne psychologie. Entre ces deux-là, ça ne m'étonne pas. Je pense que c'est mon deuxième meilleur match de la soirée. Je peux dire ça comme ça. Pas moi. Oui, on le sait. Ben non, justement, on ne le sait pas. C'est Bret, j'aurais dit, ça ne l'est pas. Moi, j'ai dit c'est mon deuxième meilleur match. Ben moi, c'est pas mon deuxième meilleur match, c'est même pas mon premier. Je sais, correct. Oh, c'est pas ton père, là? Ben là, calme-toi, là. OK. Pas dans une carte qui a loadé contre Saturne, quand même, là. J'ai eu peur, là. Non, mais c'est juste que c'est pas mon top 2 préféré. Puis c'est un match de Bret, fait que tu peux pas dire c'est Bret dessus. C'est Bret dessus. Ouais. Fait qu'après le match, il y a les médics qui arrivent pour mettre Sting sur une civière pour l'escorter
à l'hôpital. Mm-hmm. Puis Sting va même manquer beaucoup d'action. Il va prendre du time off, il va revenir au mois de mars. Fait que c'est quand même un petit 5-6 mois de moins pour Sting dans sa carrière. Ouais. Pour ce qui est du match, c'est un bon match, mais rien de spécial. Ce qui est malheureusement le run de Bret Hart à la WCW. Bon, mais rien de spécial. C'est vrai, hein? Plate. Mais il y a quand même eu des bons matchs. Là. Ouais, il y a son match contre Benoît. Mais il y en a plein qu'on a fait que. Ouais, mais le Bret Hart WCW et le Bret Hart WWF, la méchante non. différence. Là. Ouais, c'est ça que je dis. Ben, c'est souvent les adversaires aussi, là, c'est pas le même calibre non plus. Ouais. Bon, fait que prenez un grand respect tout le monde. Match numéro 11. On peut-tu dire c'est notre worst match? Le prochain match? Ouais. Ben là, oui, facilement. Parfait. Le worst match of the night, mesdames, messieurs, on vous le dit, mais il faut que vous l'écoutiez parce que c'est deux icons. Je vais mettre des commentaires ce match-là pour vrai. Là. Ah ouais. Un bon 14 minutes en plus. Ça vaut la peine d'être vu. C'est genre 13 minutes trop long. Là. Ah, ça me fait penser à un match qu'on a écouté sur Twitch hier, ça. Avant hier. C'est pas dans le milieu. Match numéro 11. Hollywood Hogan affronte le Warrior. Pas le Ultimate Warrior, le Warrior. Le Warrior seulement. Oh boy, par où commencer? Ouais, moi, je commence par la fin. non, faut faire le match, on n'a pas le choix. Là. OK, parfait. Eric Bischoff a signé le Warrior à un contrat d'$1 million pour 3 matchs et une douzaine d'apparences, à peu près, dans les Nitro. Apparemment, ça a été une idée de Hulk Hogan d'engager le Warrior, question de revoir sa victoire de WrestleMania 6 contre le Warrior. C'est que pour ça? Ben, en gros, oui. Là. OK, ouais. Puis, parce qu'on sait tous, Hogan must pose. Hein? Ouais. Et le 17 août 98, à Nitro, qui venait de Hartford, le Warrior a fait sa première apparition. Il est venu interrompre une promo d'Hulk Hogan, qui, 30 secondes avant, il a dit qu'il n'y avait aucun Warrior qui l'avait battu avant. Faut se bien vendre de punch tout de suite. Faut se bien dire Warrior, come on down. Ouais, c'est ça. La promo a duré 27 minutes. 20 minutes de plus que le temps que Bischoff avait alloué dans son run sheet. Il a fait qu'il scramble pour le reste de son show avec il fallait même coupe des commerciales et tout ça. Pourquoi que ça a duré 27 minutes? Parce que le Warrior, il parlait. Okay. C'est genre un point de 30 secondes qui prend 6 minutes parce qu'il rajoute d'autres choses par-dessus. Là. Comme toi, ça? Non, pas vraiment. C'est le Warrior du podcast, toi? Non. Pas, beaucoup moins que moi. Là. Au moins, c'est intéressant ce que je dis. C'est vrai, par exemple. Ça, il faut que je te le donne. Tu vois comment je suis fin? Oui. C'est plus moi qui l'ai mis sur la table rustique pour que tu me le donnes. Brett, t'étais là, tu voilà. l'as mis. Tabrustique.ca. Après ça, on a eu, long story short, dans le fond, le Warrior dit à Hogan qu'il ne l'a jamais battu. Puis, par exemple, il faut le donner là, pour son entrée. Il y a eu tout un pop pour le pop pour commencer, même si vers la fin, c'était plus déhué parce que c'était long en tabarnak. Mm-hmm. Bref, fait qu'à Fall Brawl, dans le dernier War Game de la WCW, on a le Hogan Warrior qui est impliqué dans ce combat-là. C'était Team WCW, DDP, Roddy Piper et le Warrior qui affrontaient Team NW, Bret Hart, Hulk Hogan et Stevie Ray. Et contre Team Wolfpack, c'était Kevin Nash, Lex Luger et Sting. J'ai vu hocher ta tête quand j'ai dit Lex Luger, alors reviens-en. C'est pas grave, MJF a fait la bonne chose la semaine passée. Quel être dégueulasse, MJF. Wow! J'ai hâte que Wardlow mette la main au collet. C'était... Ça s'en vient à ça aussi. Hein? Bon, tu peux même prendre pour lui, t'es dans le même moule. Attends une minute. Une seconde. Tu vas montrer ta ring, c'est ça? Achète-toi un foulard comme lui. Non. Il dit non, mais dans le fond. On va t'en acheter un pour Noël. Parlant de Noël, on a des beaux spéciaux qui se ramènent dans ce temps-là. Restez à l'écoute. Ouais, puis on va avoir des congés aussi. Ben oui, mais... OK, ouais. Fait que c'est ça. Fait que, pour revenir à notre histoire de War Games, quand Hogan avait la victoire sur le bout des bras, le ring s'est rempli de fumée. Et après ça, on a eu un Warrior qui est arrivé dans le ring qui se tapait sur le chest de même, puis s'est fait attaquer par Hogan. Fait qu'après ça, il y a encore de la fumée qui est revenue. Puis quand c'est revenu à la lumière normale de l'aréna, ben, il n'était plus là, le Warrior. Puis il est arrivé de l'entrée pour faire son arrivée dans le ring. Puis tu vas te demander, c'était qui le Warrior dans le ring? C'était qui?
C'était le Renegade, celui qui faisait son genre de copie cheap de Wish avant. OK. Puis c'était lui qui était le cobaye dans le ring pour qu'il se fasse attaquer par Hogan. Fait que, après être arrivé, évidemment, il a commencé à frapper Hogan, puis il s'est sauvé. Sauf que Warrior, qui était dans la cage, a monté sur le top puis donnait des coups de pied sur la cage pour la défaire. Comme le genre de Liu Kang à la Mortal Kombat. Là. Oh yeah! Puis il a réussi à sortir, mais malheureusement pour lui, il s'est blessé en kickant la cage parce que quand il est tombé en bas, il commençait à boiter. Puis il était se battre avec Hogan backstage, puis c'était tout pour ça. Mm-hmm. Après ça, il y avait pour que ce segment-là arrive, il y avait une porte dans le ring, une trapdoor qu'il appelle. Puis, sauf que malheureusement, il n'y a personne qui avait averti les lutteurs pendant le show. Puis dans le combat de la soirée, le premier match, il y avait un combat par équipe, c'était Alex Wright et Disco Inferno qui avaient affronté Jim The Anvil Neidhart et British Bulldog. Mm-hmm. Et pendant le match, Bulldog a mangé un backdrop d'Alex Wright, puis il est tombé sur la trapdoor, ce qui a fait qu'il y a eu une infection dans les côtes. Mm-hmm. Puis ça il a fait qu'il a passé 6 mois à l'hôpital après. Puis pendant ce temps-là, WCW, ils l'ont mis dehors par FedEx. Parce qu'ils ont beaucoup de classe. Exactement. Puis, ouais. Ils l'ont envoyé dans un trash bag, non? Non. Okay. Je pense pas. Là. C'est jamais, hein? C'est jamais. Dans le build-up du match, le Warrior a converti le disciple à sa One Warrior Nation, la OWN, NWO à l'envers, la pas mm-hmm. Puis le disciple aussi, je vais rappeler que c'est Bruce the Barber Beefcake aussi. C'est vrai. Le grand chum d'Hogan. Oh, le grand chum. Puis aussi, il y a le fameux segment avec Hogan qui est backstage puis qui voit le Warrior dans le miroir. Mais Eric Bischoff, lui, ne le voit pas. Fait que dans le fond, c'est-tu Bischoff qui est fou parce que nous autres, on le voit, puis Hogan ne le voit, puis lui, il ne le voit pas, ou bien c'est nous autres, puis Hogan qui est fou parce qu'il n'est pas là? Moi, je pense qu'on est tous un peu fous. C'est possible. Ça, c'est de la grande philosophie, mesdames, messieurs. Ça, c'est un beau segment classique de la WCW. Oui. Puis pour finir avec ça, il y a aussi un match il y avait une réunion des anciens partenaires, les Blade Runners, Sting et le Warrior, qui étaient en équipe ensemble je pense que c'est la UWF, je pense. Exactement. Puis ça fait qu'il y a une réunion contre Bret et Hogan dans un match que, tenez-vous bien sur votre chaise, mesdames, messieurs, qui a fini par un Run in NW. Mais voyons donc. Ben non, hein, ça n'arrivait jamais, ça. Moi, je ne l'avais pas vu venir pour vrai. Puis un bon pour finir, un bon but beatdown de NWO 5 contre 1 contre le Warrior qui ont réussi à mettre NWO sur le ventre du Warrior, tout pour le mettre strong avant son combat. Mm-hmm. Et là, tout comme en 90, les deux font une épreuve de force. Sauf que Hogan Asser est rendu heel, fait que ce qu'il fait, c'est qu'il donne un cheap shot à Warrior pour le mettre dans le coin. Puis là, un coup que Warrior est dans le coin, il pogne ses bras puis il l'amène dans le milieu du ring comme s'il était à terre. Ben, moi, je trouvais ça comme c'est un heel move. Ouais, le match va downhill from there, là, mais le début était ouais. Après ça, on a eu Warrior qui se fait travailler le bras par Hogan, mais qui fight back et qui a réussi à close Hollywood en bas du ring. Après ça, on a Warrior qui drop down d'une charge de Hogan qui jump par-dessus. Ben, jump, c'est généreux. Là. Un grand mot. Il a plus enjambé lentement le Warrior qui était à terre pour rentrer dans Nick Patrick, qui a pris le meilleur bum de la soirée. Enfin, le meilleur bum que Hogan et Warrior mis ensemble. Ouais. Nick Patrick, je sais que j'ai Bobby Heenan comme manager préféré de toute histoire, Bret Hart comme lutteur préféré, mais comme arbitre, je pense que c'est Nick Patrick mon préféré. Là. Il était écœurant. Là. Ouais, j'aime mieux Kiki. Ouais, tout, c'est bien. Il se donnait en crise, le Nick Patrick. Là. Des fois, c'était un peu comique, là, mais en même temps, je le trouvais bien nice. C'est vrai, c'est un bon ref. Oui, après ça, on a eu Hogan, un peu comme Bret tantôt, aussitôt que Nick Patrick se fait ramasser dedans, Hogan, il tombe en knee drop dessus. Il trouve ça bien comique. Fait qu'après ça, il tient le Warrior, puis il appelle des renforts. Le renfort qui arrive, c'est le Giant, qui arrive tranquillement, pas vite. Là. Pas pressé. Non, en effet. Puis Hogan tient le Warrior, mais c'est Hulk qui mange la Big Boot de Giant d'en face. C'est shocking. Puis Warrior se débarrasse de Giant et de Theory et Vincent qui arrivent aussi par après. Après ça, on a eu Hogan qui sort sa grosse strap, celle qui est à l'entour de sa taille, un peu à la Cody Rhodes en ce moment. Oui. Puis après ça, il frappe Warrior avec une coupe de fois. Il est en même avec la strap.
En face de l'arbitre. Ah ouais, ben, Hollywood Hogan faisait pas mal ce qu'il voulait aussi. Ouais. Puis dans le premier What the fuck moment du combat, il y a eu un moment donné, il y avait Warrior qui était à terre pour manger des elbows d'Hogan, sauf que Warrior, il roulait pour s'empêcher. Sauf que Hogan tombait, il donnait le sol parce qu'il roulait. Sauf que Warrior, maintenant, il a roulé vers Hogan qui a trébuché comme un épée. C'était bien hot. C'est hot parce que c'est drôle, mais c'est dégueulasse. Tu sais, quand tu penses que c'est deux légendes puis que ça a donné ça. Là. Ouais. Puis Warrior, après ça, utilise la strap contre Hogan maintenant. Turnaround is fair play. Et puis dans le deuxième what the fuck moment du combat, Hogan veut pogner Warrior avec une fireball, sauf que malheureusement, la boule de feu, elle part pas tout de suite, puis elle va direct dans la face d'Hogan qui manque sa shot, puis c'est même fait brûler les sourcils et la moustache un peu. Oh. Puis ce qui est pire là-dedans, c'était ça le finish au début. Boule de feu, puis il compte après, mais là, le finish était fini. Fait que c'est pour ça qu'après ça, c'est pas tête la fin du match. Là. À cause de ça, ouais. Il savait plus quoi faire. Non, c'est ça. Puis on entend la foule rire aussi après la shot du Fireball, qui était bien drôle. Tu entends beaucoup. C'est pas genre une personne qui rit, tu entends beaucoup la foule rire. Ben, tu sais, c'est comme si un peu il voulait faire du surnaturel. Tu sais, Warrior, j'avais été un gars surnaturel. Non, c'est ça. Puis même, j'aurais aussi, j'aurais été là, j'aurais vu ça. Là. Ah oui. Parlant de rire, Horace Hogan arrive avec une chaise dans l'entrée. Big in Japan. Ouais, pour. Il n'est pas Big in Japan, arrête ça. Là, tu trompes avec Scott Norton. C'est vrai que je me trompe avec Scott Norton. Les deux étaient big au Japan, mais pas. Les deux étaient big. Non, il était pas. Ouais, il était big, voyons donc. Il était pas big au Japon. Il était dans le milieu, ah ouais. Il était pour possiblement se venger de son mononcle, Hulk Hogan, de son attaque à Nitro la semaine d'avant, le lundi d'avant. Warrior se réveille avec son comeback classique, des close lines et tout le kit. Bischoff arrive, il vient agripper littéralement Nick Patrick. Et pendant ce temps-là, il y a Hogan qui rentre dans le ring pour frapper Warrior dans le dos avec la chaise. Et Hogan le coup dans les culottes. Warrior, c'est pour le 3 et la victoire pour finalement finir ce shit show-là. Après ça, Hogan et Horace font l'accolade, puis Hogan dit à son neveu qu'il a passé le test. Après ça, Horace met du fluide à lighter sur Warrior pour apparemment le brûler vivant. Et Doug Gollinger et la sécurité viennent arrêter ça tout de suite. Une chance. Puis évidemment, c'est une des pires cochonneries d'histoire de la lutte. Il y a un match complètement dégueulasse, mais comme j'ai dit tantôt, je vais mettre dans les commentaires parce qu'il faut le voir pour le croire. Là. Comme l'émission avec Yannick Margeau, c'est ça? Je sais pas, ça doit être ça. Mais ouais, c'est des pires affaires que la lutte a produit. Ouais, puis tu sais, c'est facile de dire que c'est pas bon, c'est dégueulasse, mais il faut vraiment le voir pour. Ouais, c'est vraiment, un peu triste aussi. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, déjà qu'en 90, c'était pas les meilleurs. Tu sais, le match était excellent, là, je l'enlèverai pas, là. Ouais. Mais il a fallu que toutes les étoiles soient alignées pour que le match soit bon de même, là, en 90, là. Ouais, mais. En 98, les deux n'étaient pas en bonne shape pour faire un match de même. Puis Hogan, de un, il voulait. De un, les deux, je pense, ne voulaient pas vraiment le faire un match aussi bon non plus. Là. Mais tu sais, on pourrait dire ce qu'on veut de la WWE, WWF, c'est que leurs matchs sont quand même mieux structurés niveau storytelling habituellement. Là. Ouais. Fait que, ben, surtout dans ce temps-là. Là. Mm-hmm. Puis, tu sais, Hogan est revenu à WWE après, il a fait un match contre The Rock, puis, tu sais, je veux dire, le match était bon. Oui, en effet. Oui. Hogan, avec le bon opposant, il n'est pas si pire que ça. Là. Puis quand il veut se forcer. Là. Ouais. Bref. C'est ça, un match qu'il faut regarder pour Seeing is Believing. Yes. Puis après ça, le Warrior va faire 2 autres apparitions à Nitro et c'est fini pour lui à la WCW. Fait que Bischoff a perdu $1 million avec ça, puis Hogan a eu sa victoire qu'il voulait en retour. Ouais, parce que, répétez après moi, Hogan must pose, brother. C'était-tu la dernière apparition de Warrior dans la lutte? Ben, ça, c'est parce que tu le sais pas ou tu me niaises? Non, je te pose la question pour le monde. OK, parce que toi, tu le sais, j'espère. Là. Ben oui. OK, parfait. Bon, ben, juste checker, on ne sait jamais. Hein. Ben, on ne sait jamais. OK. Fait que non, il a fait un match par après, plus tard, en Italie, je pense. Je pense en Italie, dans la NUW, je pense. Oui. C'était contre Orlando Jordan. Oui, on avait parlé, un chien pas quand, on en avait parlé. Ça se peut, oui. Puis après ça, il a été à la WWE, au Hall of Fame en 2012, je pense. C'est à WrestleMania 30, non? Ouais. C'est genre 2012-2013, je pense. 2013, ouais.
Puis évidemment, il a été induit au Hall of Fame, puis dans un très bon speech, là, vraiment. Gentil. Il avait fait le fait avec tout le monde là-bas, puis il avait sorti des photos par après avec lui, puis Hogan, puis tout ça. Puis évidemment, le lendemain, sur WrestleMania, puis qu'est-ce qu'ils font tout le temps avec les Hall of Famers, là, de saluer devant la foule. Là. Puis lui, il avait eu Saturn à lui, puis son entrée. Puis la foule était vraiment électrique pour ça, évidemment. Il avait son masque aussi. Là. Ouais. Puis le lendemain, à Raw, il y a eu une surprise, une promo du Warrior qui est arrivé toute vêtue en complet, tout ça, mais avec son masque de Warrior. Puis il a fait une promo que quand tu écoutes par après, c'est un peu. C'est malaisant un peu, là, parce qu'il c'est comme si c'était sa mort, dans le fond. Oui, exact. Puis, quelque chose qui est arrivé 2 jours plus tard, il y a eu un malaise cardiaque en se rendant dans sa voiture. Puis, évidemment, malheureusement, il est décédé par la suite. Puis, disons que pour beaucoup d'entre nous, je t'inclus là-dedans aussi, j'imagine, là, que Warrior, quand tu étais plus jeune, c'était genre un qui t'avait accroché le plus. Là. Moi, je sais que c'est celui qui m'avait accroché le plus, là, vraiment, qui m'a fait wow, c'était écœurant, là, des super-héros grandeur nature. Ben, c'est ça, les maquillages. Oui, les maquillages m'avaient accroché, mais aussi ces bandeaux qui se mettaient. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je me mettais beaucoup de bandeaux à cause de ça. Quand tu es plus jeune, tu n'es pas porté, donc tu ne connais pas les dessous de la lutte, les backstage. Puis des fois, c'est peut-être mieux de même. Mais non, c'est à la WWF, Warrior, pas les meilleurs matchs, mais un personnage plus grand que nature. Oui, en effet. Ouais. Bref, c'était une très grosse perte, malgré la controverse qu'il y avait eu avant ça, pardon. Oui. Mais bref, les grands sont controversés. C'est vrai. Les incompris qu'on dit. Les incompris. Après ça, match numéro 12, le main event, mesdames, messieurs, on est rendu enfin. On a Diamond Dallas Page, la crasse, qui va affronter le champion Bill Goldberg pour le WWE title. Le champion de mondial. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Il était undefeated en ce temps-là. Oui, il était en streak de victoire, ben oui. Une streak qui était gonflée pas mal, mais qui est une streak pareille. Flash News, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. C'est mon match préféré à vie de Goldberg. En effet. Ouais. Puis DDP avait gagné son rendez-vous pour le main event de ce soir à Fall Brawl, que j'ai mentionné tantôt, dans le War Games. Puis il a piné Bret Hart après le Diamond Cutter, ce qui fait qu'on est comme championnat ce soir pour M. Page. Ouais. Après ça, on a Michael Buffer qui est là pour les présentations, avec sa phrase fétiche que je ne dirais pas au côté qui regarderait le show puis vraiment me copyrighter. C'est vrai, tu peux pas. C'est un des. C'est ça, il est copyright, lui. C'est fou, pareil. Je peux la dire en français. Mais dis donc voir. Êtes-vous prêts à rembler? Oui, c'est bien. Attention, ça va brosser. Ouais, c'est plus ça, il dit dans le film, hein? Ben oui. OK. C'est pour ça que je le dis, sinon je ne le saurais pas. OK, je m'en souviens pas. Face à face entre les deux pour commencer le match, puis Goldberg pose DDP 3 fois dans le coin pour montrer qu'il est supérieur physiquement. Après ça, on a DDP qui tente de bâiller la jambe de Goldberg, qui fait un backflip pour s'en sortir. Mais DDP ne lâche pas. Puis il a fait un autre backflip que Goldberg n'a pas bloqué, puis il est tombé sur le dos. Ça surprend quand tu ne sais pas le spot qui s'en vient. Oui, exact. Puis après ça, on a eu Diamond Cutter, mais Bill le pousse et DDP il revole en bas du ring. Ça, c'est une couple de fois que ça arrive dans le match surtout que Goldberg il ramasse DDP, il revole en bas du ring. Ben, c'est pour éviter que Goldberg le pine, fait qu'il essaie d'allonger le match pour avoir l'avantage, parce que Goldberg n'a jamais eu des longs matchs. Ouais, mais je te dirais que tu as un peu raison, mais en même temps, c'est parce que Goldberg est plus fort physiquement, fait qu'aussitôt qu'il mange une shot, il revole parce que le gars, il est fort. Là. Mais moi c'est plus ça peut être vu d'une façon ou d'une autre, mais les deux, je pense que les deux, on a raison. Ouais. Après ça, on a un Running Neck Breaker et un Russian Neck Sweep pour un compte de 2 sur Goldberg de Page. Après ça, on a Goldberg avec un superbe neckbreaker en spinant avec DDP. En fond, il a comme en suplex, puis il fait juste spinner comme ça. Un peu comme Elias fait. Là. Ouais, il faisait. Ça fait un peu qu'on l'a pas vu. Pas qu'on s'ennuie tant que ça, mais bon. Et après ça, c'est Goldberg maintenant qui est en plein contrôle du combat de championnat contre M. Page. Et après un side slam, Goldberg essaye encore le side slam, mais DDP, qui est un student of the game, renversant Head Scissors. Après ça, on a un takedown avec un sidekick de Bill, mais il manque son spear. Ils font directement l'épaule dans le poteau pour sortir du ring. Cette fois-ci, il n'a pas été tête première comme d'autres fois. Là. Non. Ouais.
Après ça, on a eu. C'est la chance de DDP de peut-être put Goldberg away pour le combat. Après ça, il monte sur le top rope pour faire une close line à Goldberg pour le compte de 2. Après ça, on a Goldberg qui essaie de faire un hip toss à DDP, sauf qu'il renverse ça en DDT sur le mouvement. Un autre très beau spot. Très beau spot, oui. Ouais. Après ça, on a eu DDP. Après ça, il y a un DDP signale le coupe diamant. Le coupe diamant en envers, c'est le paradis. Puis il reçoit un spear en se retournant. Sauf que Goldberg, évidemment, vend bien son épaule ensuite. Puis il essaye son marteau piqueur. Mais. Hey, coudonc, travaillez-vous sur le marteau piqueur? Excusez la saloperie, je travaille sur le marteau piqueur. Après ça, il essaie de faire son jackhammer. Première fois, ça ne marche pas. Pas assez de force. Deuxième fois, il le lève assez, mais DDP tombe sur ses pieds, le retourne de bord, fait le Diamond Cutter pour un gros pop la foule gigantesque. C'était fou. À ce moment-là, on pensait que DDP allait gagner. J'avais la chair de poule. Ouais. Après ça, on a DDP qui le couvre après une couple de secondes parce qu'évidemment, il est fatigué aussi, M. Page. Il ne faisait pas du yoga dans ce temps-là. Il a fait le compte il a rivé les épaules de Goldberg au tapis pour le compte de 1, 2. Et non, dégagement à 2 et 3 quarts. Oh, c'en était que peu! Goldberg qui dégage Diamond Cutter, puis là, évidemment, DDP, il capote. Personne n'a deviné. Qu'est-ce que t'en parles? Je t'en parle, je suis excité. Oui, c'est vrai. Non, mais ce match-là, il était écœurant. C'était vraiment bon, le match. Ouais. Après ça, malheureusement, pour Page, il fait une petite erreur qui s'est avérée fatale à la fin. Il essaie de faire un suplex à Goldberg. Non, il ne suit pas. Puis il ramasse DDP en suplex, puis évidemment faire le jackhammer, et c'est suffisant. Compte de 3, Tolo champion dans le match de sa vie, Bill Goldberg. Quel match! Un classique instantané. Ouais. C'est un des meilleurs matchs de la WCW. Je vais lire mon texte que j'avais dit. Vraiment un des meilleurs matchs de l'histoire de la WCW. Je sais, on n'a même pas arrangé. Ouais. Puis pas juste ça, dans la carrière de Goldberg et Page aussi, évidemment. Puis un match plein de rebondissements et d'action, puis ça a duré 10 minutes. C'était parfait, ça a passé comme une brise. Il faut prouver qu'il ne faut pas toujours des matchs de 45 minutes pour faire de quoi de bon. Hein? Triple H. TJ. C'est dans le match soit avec, là, le comique. Là. Je sais. Comment tu peux me blâmer quand j'ai mangé 3 quarts des moves et j'étais à hâte pour des 3-4 minutes tout le temps? Allez voir sur Twitch, le match est là. Si vous avez 3 heures à perdre. Mais non, sinon, DDP était très over aussi. La foule a toujours aimé DDP. Toujours réagi, je devrais dire, à DDP parce qu'il a déjà été heal aussi. C'est le People's Champ? Ouais, c'est le People's Champ de la WCW, en fait. C'est exactement ça. Parce qu'elle est dans la foule, lui, là, il était un gars du peuple parce que le monde, je pense que c'est Chevalier qui en avait parlé pendant le show, il disait DDP, le monde l'aime parce qu'ils peuvent se reconnaître en lui, parce que c'est pas le gars qui est le plus shapé, là, c'est pas, il n'est pas jeune non plus, puis il est là, puis il compétitionne avec tout le monde comme si c'était un des meilleurs, fait que le monde respecte ça beaucoup, puis non seulement ça, il va dans la foule quand il fait ses entrées, puis ses sorties, fait que... Ouais, puis il a commencé tard, il est parti de rien, puis il est rentré avec la toune de Nirvana. Smelling Spirit, c'est quelque chose qu'on ne saurait pas en regardant le network, là, mais bon. Non, c'est vrai, c'est plate un peu, ça. Sauf que malheureusement, il y a toujours un petit malheureusement avec la WCW. C'est pas tout le monde qui a vu ce main event-là. C'est vrai. En direct. Et oui, dans un classique WCW Move, ils n'ont pas demandé de temps supplémentaire au réseau pay-per-view. Puis quand le match a commencé, ça faisait 3 heures qu'ils étaient là. Fait qu'évidemment, avant le lock-up de DDP contre Goldberg, le feed a coupé. Fait que tout le monde ne voyait rien. C'était un écran noir qui disait merci d'avoir commandé le pay-per-view. Et disons que c'est pas tout le monde qui avait aimé ça, évidemment. Puis, ils ont eu beaucoup, il faut beaucoup de damage control par après de WCW. Il a fallu du monde qui rembourse le pay-per-view complet à bien du monde. Au moins, je pense 60% du monde avait demandé un refund. Puis, sauf qu'il a fallu qu'ils remédient à la situation le lendemain à Nitro, quand au début du show, ils sont excusés pour le problème technique. Puis, ils ont mis le main event de Halloween Havoc gratuit, free of charge sur Nitro. C'est là le fameux, l'histoire qu'on avait dit la dernière fois là, avec Kevin, qui nous avait dit que DDP battrait peut-être Goldberg pour la ceinture. C'est pour ça qu'il l'avait vu, parce que c'était le lendemain de Halloween Havoc. Oui, exact. Non, il ne l'aurait pas vu parce que ça a été au pay-per-view. On était en train de faire un match de lutte dans la ruelle, puis Kevin qui...
on entendait le son du match DDP Goldberg, puis on est tous montés parce qu'à ce moment-là, on suivait la streak de Goldberg, puis DDP, on l'aimait aussi quand même. Fait que on pensait que DDP. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'aurais aimé ça que DDP gagne, mais avec du recul, c'est correct que Goldberg ait gagné aussi. Oh, ouais, c'est dans sa série de victoires. Là. Fait que, ouais. Fait que on a un event gratuit sur la télévision le lendemain, puis ils ont perdu beaucoup d'argent en faisant ça. Et bon, mais c'est because WCW. Et voilà. Bon, bref, ce qui conclut Halloween avec 98, un show avec beaucoup de up and down, plus de up que de down. Ouais, un show trop long. Ouais. On aurait pu couper ça. Si on avait taillé ça un peu, ça aurait été parfait. Ben, t'enlèves les Nitro Girls, t'enlèves un match, t'enlèves 2 matchs. T'enlèves 2 matchs. OK, lesquels? Ben, Lodi, on va dire Loki encore. Combat de Lodi. L'autre combat aussi, c'est le 3e, je pense. Alex Wright Finlay. Ouais, puis t'enlèves un des matchs de Steiner. C'est 3 combats. J'irais même à dire aussi que le match Disco contre Ubi, il aurait pu le faire au Nitro la semaine d'avant, puis faire juste le match contre Kidman. Imagine si tu têtes ça comme ça. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais bon, c'est WCW, il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. Hein. Et voilà. Mais là, on est rendu à la partie du podcast où ce qu'on dit, évidemment, nos Match of the Night et Worst Match et la note aussi qu'on va dire à la fin. Mais Match of the Night, on a le même, évidemment. DDP contre Goldberg, un match qu'il faut regarder. Et là, ce qui va différer peut-être, c'est le Worst Match of the Night. Je vais commencer. Vas-y. Moi, je pense que oui, moi. On va voir dans 2 secondes. 1, 2. Mon pire match de la soirée, moi, j'ai mis Alex Wright contre Fit Finlay. Parce que c'était vraiment, pas long, là. Ça a quand même duré 5-6 minutes, mais c'était plate. Vraiment plate. Ouais. Ben, moi, mon worst match, c'est Hogan contre Warrior parce que c'était long, botché, plate, puis en plus, ils ont des noms. Fait que, tandis qu'Alex Wright contre Fit Finlay, ça fait mal à personne. Tandis que l'autre, ça fait mal à la peine du monde. Ouais, c'est parce que l'affaire que le Warrior contre Hogan, c'est la nostalgie. Puis d'un que c'est tellement mauvais que c'est bon, je trouve. Le genre d'affaire qui est tellement pas bon que c'est drôle. Là, que t'es entertainé par le match pareil, même si c'est pas bon. Ouais, mais c'est un peu fâchant à l'époque parce qu'à l'époque, t'es plus into le personnage à cet âge-là, mettons. Ouais, c'est vrai. Fait que, bref, c'est ça. Ouais. Fait au moins, on te fait des pay matchs, c'est bon. C'est ça, exact. Mais tu sais, des pay Goldberg, c'est. Ouais, ça, c'est incontournable. C'est pas un match de Goldberg bon de même, c'est rare. Ouais. Fait que pour la note, on va peut-être différer aussi. Je vais essayer de commencer pour la note. OK. Je vais y aller avec un. J'ai hésité entre deux notes. Je donne ça ou je donne plus ça? Ouais, je vais lui donner 6,5 sur 10. On n'est pas loin. Moi, je vais donner à Halloween avec 98 la note de 7 sur 10. Ouais, j'ai pas eu donner 7, mais il y a trop eu de longueur et de botch. Ouais, en effet, mais c'était pas assez pour que le show soit mauvais, à mon avis. Là. Parce que l'affaire, on aurait dit à part les 2-3 derniers matchs, là, on aurait dit vraiment un gros night show. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est ça le problème. Mais en même temps, c'est divertissant quand même dans l'ensemble. Fait que, tu sais, oui, mais ça aurait pas été DDP Goldberg, ça aurait été sûrement plus bas que ça, la note. Ça. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai bien aimé. 1,5 à eux autres tout seuls. Même Brett contre Sting, c'était bon quand même. C'est juste que c'était moins tight que les matchs qu'on est habitué de voir de Brett, surtout. Exact, ouais. Mais c'est parfait. Halloween Havoc est vraiment fini pour vrai. On a tout. Halloween, c'est fini. Oui, fait que, comme j'ai dit, je vais mettre les affaires intéressantes dans les commentaires. Puis, tu sais, à moins que vous êtes vraiment un fan de la WCW nostalgique, je ne vous conseillerais pas d'aller le voir. Là. Non, c'est long aussi. Là. Fait que faut que vous ayez, si vous voulez vraiment le voir complète, faut que vous ayez un petit peu de temps devant vous. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que, dans l'ensemble, un bon pay-per-view, mais je n'irai pas out of my way to see it. Nope. Mais là, on est rendu, Marc, avant de finir le podcast, en 2 collections cette semaine. Ça fait longtemps? Oui, à dose WCW, ça j'ai pu comprendre pour nous deux. Oui, WCW. Ceux qui ont en audio, qui avaient un petit. Je faisais le signe WCW dans l'écran. On va commencer parce que Parfait. Parce que c'est peut-être moins intéressant, mais quand même de circonstances. Oui, je vais y aller avec le guide ultime à l'époque de la WCW avec nul autre que Daman Bill Goldberg. Je vais checker combien il y a de pages. Il y en a quand même pas mal. Oh, j'ai d'autres affaires dedans. Okay. Trouve-nous un lutteur obscur là-dedans là, qui te fait bien rire. Là.
Bon, je pourrais mettre n'importe qui. Ben, ouais, dans le fond. Mais je vais y aller Mettons avec. le gars Big in Japan. Je vais y aller avec 3 Count. Oh, yes! Avec Sugar Shane. Ouais, fait que non, c'est pour vrai, c'est le fun. C'est un beau livre à avoir pour les collectionneurs et pour les amoureux de la lutte professionnelle. C'est comme un peu l'encyclopédie de WWE qui était sortie, mais genre en version WCW. Là. Ouais, là, on a Jeff Jarrett qui donne un coup de kendo stick à DDP en arrière. C'est intéressant. Ben non, mais sans joke, le livre est intéressant. Je l'ai moi aussi, puis il est bon, très le fun à feuilleter. Ouais. Yes. Et pour moi, pour mon morceau de collection cette semaine, give me more. J'ai été à quelque chose qu'on a mentionné souvent dans le podcast. On est des grands fans de jeux vidéo de lutte. Ok, ouais, je vois où tu t'en vas. Tu vois où je m'en vais, là. Fait que c'est ça. Fait que moi, cette semaine, en 2 collections, moi, j'ai choisi le jeu WCW Nitro PlayStation 1. You select a Scott. Regardez avec TDP, le Giant Kevin Nash et Scott Hall qui vous regarde quand vous regardez la cover. Puis, un jeu qu'on jouait souvent chez nous en revenant de l'école en 6e année. À 3h15, on finissait l'école puis on allait chez eux après. Ouais. Même un Weldy dans le temps qui venait. Ouais. Puis le jeu, évidemment, est en top shape, mais depuis maintenant. Puis la même chose dans l'intérieur, la même cover qu'en arrière. Fait que c'est ça, en 2 collections cette semaine, moi, c'est ça que j'ai choisi. Puis c'est pas un jeu qu'on jouerait aujourd'hui. Là. Peut-être 5 minutes. Là. Ça, par exemple, ça fait une couple de quasiment 1 an qu'on dit qu'on va faire un spécial jeu vidéo. Là. Mais ça s'en vient. C'est peut-être pendant le mois de décembre, quelque part, là, s'il y a des congés qui se donnent, peut-être qu'on va tourner quelque chose parce que j'ai hâte de le faire, ça pourrait. En effet, oui. Être le fun. Oui, c'est ça. Fait que le podcast est terminé, mon cher Marc. Terminé! Oui, fait que là, on est prochain rendez-vous, Marc. Who's next? À toi l'honneur. Et avec la pression des fans et surtout la pression de TJ, la semaine prochaine, au podcast, un podcast biographique avec nul autre que Dwayne The Rock Johnson. Est-ce que tu peux sentir ce que le Rock cuisine? Non, ma porte de chambre est fermée. OK. Fait que biographie, on va être en direct. Carrément en direct, pas sur Zoom. Avec Dave va être là aussi. Il va avoir un quiz. Je vais lui demander de ne pas faire un quiz sur The Rock pour pas que TJ perde. Parce que c'est moi qui vais faire la biographie de The Rock. TJ va m'aider évidemment, mais je veux dire, c'est ça. C'est moi qui va mener cette biographie-là. Puis le mois de novembre est le mois où The Rock a fait ses débuts à Survivor Series 96, il y a 25 ans. Autre pay-per-view qu'on va faire un review dans le mois de novembre. Ouais. Puis au mois de novembre aussi, dans la lutte actuelle, on a Full Gear qui s'en vient et aussi les Survivor Series. Fait que un mois de novembre très chargé. Ouais. On est prêts. On a ce qu'il faut. C'est un gros mois de novembre. Oui. Ouais. Puis, fait que le podcast, évidemment, est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec et sur YouTube en vidéo. Mm-hmm. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, évidemment. Oui. Et merci à nos commanditaires Gourou et Table Rustique pour cette commandite. Et aller déguster un bon matcha ou un nouveau. C'est quoi ta Yerba Mate. Oui. Puis mettez ça sur votre petite table à côté de vous autres, puis écoutez en vidéo ou en audio le podcast En deux chaises de métal. Well, c'est ça qui est ça. Ouais. Un mot de la fin, mon Marc? Ben, je viens de le dire, là, c'est à toi. Ben là, tu n'as pas parlé de Twitch. C'est vrai. Venez nous suivre sur Twitch, Entre deux chaises de métal, où on fait des reviews de nos vieux shows nostalgiques de notre défunte fédération NW à chaque vendredi. Ou presque. Hier, on l'a fait à 23h. Avant hier, on l'a fait à 23h. La semaine prochaine, ça sera à 22h ou 21h30, un petit peu plus tôt, parce que c'est la vie. On va être là. Puis, Entre deux chaises de métal sur Twitch, on essaie de faire. On essaie d'être sur toutes les plateformes. Il y a juste TikTok qu'on n'est pas encore, mais. Je te le laisse. Ouais, ça, je suis pas sûr. On n'est pas obligé, là. C'est pas grave. Non, donné, là. C'est ça. S'ils veulent nous avoir, ils nous appelleront. Okay. Parfait. Fait que, c'est ça. Fait que merci, Marc, pour m'avoir tenu compagnie pour reviewer Halloween Havoc 98. Ben oui. Merci à vous, chers auditeurs. Puis une petite dernière affaire là, avant de quitter. Là.
j'aimerais remercier, on a eu notre 125e abonné sur YouTube Oh! qui est subscribé à nous autres, puis on est très, très contents de ça. Puis à tous les 125 qui sont abonnés, on vous en remercie beaucoup. C'est vraiment très apprécié, inquiétez-vous pas. Ouais, fait que on attend vos dons. Ouais. Non, c'est pas vrai. J'ai dit ouais. Il dit Non, non. ouais. Ah non. Fait que c'est ça. Fait que, Ouais. bonne soirée tout le monde et juste une chose à dire. Arriba! C'est vrai, il n'y a plus d'écœurés sur Facebook.